Alors, je vous laisse. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous accueillir à l'UTT ce soir, donc, autour d'une conférence de Marc-André Selos, qui est organisée par la chaire Transition et Territoires agricoles, qui est portée par Sabrina Dermine, ma collègue. Et cette chaire est vraiment une grande fierté pour l'UTT, qui porte une politique volontariste pour faire sa propre transition, mais aussi, bien évidemment, pour accompagner celle de différents acteurs du territoire, dont bien évidemment les agriculteurs, mais aussi les différentes institutions. Donc, rapidement, je vais vous présenter l'orateur de ce soir. Enfin, je vais vous le présenter. Je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment besoin d'être présenté à l'auditoire, mais néanmoins, je vais essayer de présenter Marc-André Selos, qui est diplômé d'un doctorat en biologie sur la génétique des populations de champignons de l'Université de Paris-Sud en 1998. Il a commencé sa carrière à l'INRA de Nancy en 1993 avant de devenir maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie en 2000. En 2004, il est devenu professeur à l'Université de Montpellier où il a mené des recherches au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Il est depuis 2013 professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, au sein de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité, où il dirige l'équipe Interaction et évolution végétale et fongique. Il est membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Institut universitaire de France, et il a cofondé BioG, une fédération dédiée aux sciences de la vie et de la terre. Son travail a été reconnu par plusieurs prix, dont le prix Homme Nature de la Fondation Sommer en 2020. Marc-André Selos continue d'influencer le domaine de la biologie par ses recherches et ses efforts de vulgarisation, rendant la science accessible à un large public. C'est dans ce cadre qu'il va nous parler du sol, cet inconnu qui nous veut du bien. Le sol, d'après Marc-André Selos, est un peu plus qu'un simple support pour les plantes. Il s'agit d'un écosystème vivant, complexe et essentiel à la vie terrestre, dont nous méconnaissons bien souvent la richesse et l'importance. Il y a quelque temps, nous avons reçu Francis Martin de l'INRAE de Nancy, qui est venu nous parler de l'interaction entre les champignons et les arbres. Nous avions découvert à ce moment un petit morceau de la richesse et de l'importance des sols. Et je pense que la conférence de ce jour va finalement nous éclairer un peu plus, ou de manière en tout cas un peu plus large, sur l'ensemble de la vie et des services rendus par les sols, et pas seulement sur les interactions spécifiques champignons-arbres que je viens d'évoquer. Donc tout d'abord, je vais donner la parole à ma collègue Sabrina Dermine, qui va vous parler de cette semaine dédiée au sol. Et puis, merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici ce soir. Bienvenue Marc-André Selos et bienvenue à tous à l'UTT. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis très heureuse de vous accueillir si nombreux ce soir pour ouvrir cette semaine dédiée au sol, un sujet aussi discret que fondamental, organisé dans le cadre de la Journée mondiale des sols. Donc cette initiative qu'on a appelée « À l'aube des sols » s'inscrit dans le cadre de la chaire Transition des territoires agricoles que j'ai le plaisir de diriger. Et cette chaire, pour vous en dire quelques mots, c'est un espace de rencontre et de travail collectif entre chercheurs, agriculteurs, collectivités et autres acteurs publics et privés du territoire, du milieu agricole. Alors ensemble, on réfléchit à l'agriculture de demain, c'est-à-dire comment produire autrement, comment préserver nos ressources, comment accompagner les transitions qui sont déjà à l'œuvre. Et forcément, quand on parle de transition, inévitablement, à un moment donné, on parle de sol. Les sols sont à la fois support de production, réservoir de biodiversité, régulateurs du climat et aussi marqueurs de l'histoire des paysages. Alors, la Journée mondiale des sols, officiellement, c'est le 5 décembre. Mais nous, on a trouvé qu'une journée, c'était un petit peu court pour redonner toute leur place à ces sols qui nous nourrissent et qui rendent tout un tas de services écosystémiques à la vie. Alors, on a décidé de le célébrer pendant toute une semaine pour toucher différents publics au travers plusieurs événements. Donc, il y aura des tables rondes pour confronter les regards, les expériences, une table ronde sur les filières dites à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire des cultures telles que la luzerne, le sainfoin et le chanvre. Une table ronde sur l'usage des intrants dans les grandes cultures, qui est notre principale production ici sur le territoire.
Et une autre table ronde en clôture de semaine sur l'élevage, la place de l'élevage dans l'agriculture de demain. Il y aura aussi des fresques du sol pour entrer concrètement dans la compréhension des mécanismes qui structurent nos sols, des ateliers pour croiser les regards et pour co-construire des pistes d'action concrètes. Il y aura des profils de sol commentés également, parce que rien de mieux que d'aller voir ce qui se passe sous nos pieds pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis une autre conférence également sur les sols forestiers, qui sera donnée par Armelle Noé de l'ONF, qui aura lieu mercredi soir. Et un ciné-débat demain soir au cinéma Utopia. Ce sera la projection du documentaire « Tu nourriras le monde », qui retrace l'histoire du développement de l'agriculture en Champagne-Crieuse. Et on aura le plaisir d'avoir à nos côtés les agriculteurs qui ont participé au tournage et qui pourront échanger avec vous sur leurs pratiques. Alors, je crois savoir que toutes les places qui étaient en pré-vente ont été vendues par le cinéma, mais il nous reste, nous, quelques places. Donc, si vous êtes intéressés, venez nous voir, on pourra vous en fournir. Voilà, donc plein d'événements sur lesquels on espère vous voir nombreux cette semaine. Vous pourrez retrouver des petits programmes détaillés à l'entrée si vous le souhaitez. Et je voudrais aussi évidemment adresser un merci très chaleureux à l'ensemble de nos partenaires. Alors ceux que vous voyez derrière moi qui sont les partenaires de la chaire, mais aussi un ensemble de partenaires qui se sont unis à nous cette semaine, enfin en tout cas sur les mois qui ont précédé pour organiser cette semaine. Donc Terre et Vignes, la Chanvrière de l'Aube, la filière Chaours, le PETR Haute-Armance, la Chambre d'agriculture au Haute-Marne, l'Office national des forêts, la SCARA, la coopérative Saint-Folia, le Crédit agricole Champagne-Bourgogne, les maraîchers des Viennes, l'association Zéro Déchet 3, le CERF France, le Pays Haute-Armance, le lycée agricole de Sainte-Maure, le pôle européen du chanvre, la Ligue pour la protection des oiseaux, le campus Terre de l'Aube et la coopérative Téréos Cap d'Aisy. Voilà, donc on a été très agréablement surpris et ravis de leur soutien, de leur énergie et de leurs idées pour avoir cette programmation au final rendue possible sur cette semaine. Et on remercie également, je remercie également la petite équipe de la chaire TTA, donc Emma Théiet, Agnès Delavigne et Anna Samani, qui ont travaillé très dur ces dernières semaines. Et donc, pour débuter cette semaine d'événements en beauté, nous avons la chance d'accueillir ce soir Marc-André Sellos, que je ne vais pas représenter. Merci à vous, Marc-André, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et plus largement une très belle semaine de découverte, de réflexion et d'échange. Merci. Merci. Alors, merci de ces propos introductifs et de votre invitation. Le sol mérite bien effectivement au moins une semaine, vous avez raison. Il mérite peut-être plus encore que ça. Je ne sais pas combien de temps vous avez l'intention de vivre, mais je pense que toute votre vie, vous ne pouvez pas vous affranchir d'une compréhension du sol et d'une gestion du sol. Ça mérite peut-être encore plus qu'une semaine et encore plus d'attention que ça. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que nous ne sommes vraiment pas préparés à aller vers le sol. Nous ne sommes pas préparés d'abord parce que le sol est ce que sont nos façons de percevoir le monde. Je veux dire par là que nous ne voyons pas à l'intérieur du sol. Le sol est un invisible en quelque sorte, parce que nous ne pouvons pas voir à travers le sol. Il est aussi invisible parce que beaucoup de ces mécanismes et beaucoup de ces agents vivants, les microbes, ne sont pas visibles. Et puis surtout, culturellement, on a un problème avec le sol. On parle d'un cutéreux pour dire de quelqu'un, pour dégrader quelqu'un. Avoir de la terre au cul, c'est juste nourrir l'humanité, souvent, donc c'est pas vraiment négatif. On parle de s'enterrer quelque part de façon négative. Donc on a un vrai problème parce que, quelque part, on se retrouve avec une vision dégradante du sol, une vision dégradante de la terre, et vous allez voir qu'en réalité, c'est... il y a autre chose qui montre que on ne peut pas nier le sol comme un élément de valeur. C'est cette communauté d'étymologie entre humain et humus. On raconte souvent ça. Dans beaucoup de mythologies, l'homme est façonné à partir de sol, d'argile, mais c'est pas bien clair à l'époque s'il s'agit de sol ou de sous-sol. En tout cas, cette communauté d'étymologie nous renvoie au fait que l'étymologie acquiesce, et l'entendement d'hier acquiesçait que l'homme est fait de sol. Je vais y revenir. L'homme est vraiment fait de sol. Et avoir une vision négative du sol, je me demande si ce n'est pas une façon de déprécier l'humain. En tout cas, vous allez voir, en termes de santé, ne pas gérer les sols, c'est déprécier l'homme, c'est déprécier l'humain.
Donc c'est encore d'actualité que de penser que la valeur du sol est à la hauteur de la valeur que vous accordez à l'humain. Je peux prendre cet exposé d'une autre façon et vous rappeler que longtemps le sol a été pris pour un substrat, une espèce d'éponge à eau et à engrais, et donc on pouvait mettre un petit peu tout ce qu'il fallait dedans pour que les plantes poussent. Je pourrais vous dire que nous sommes héritiers d'une vision du sol inerte. Une vision inerte contre laquelle beaucoup se sont révoltés. Peut-être certains d'entre vous connaissent les époux Bourguignon qui sont partis de l'INRAE parce qu'ils trouvaient bruyamment que nos sols étaient moribonds et qu'on ne faisait pas honneur à la façon de voir les sols comme vivants. Alors ils sont peut-être partis un peu tôt parce que s'ils étaient restés, ils auraient peut-être eu la chance de voir leur vision du monde incarnée dans un programme de recherche qui aujourd'hui, à l'INRAE comme ailleurs, est un programme de recherche où le sol est devenu un objet d'écologie, un objet de microbiologie, un objet de compréhension du vivant. Et c'est vrai que cette approche des sols comme étant vivants, et pas simplement des compartiments inertes stockant des ressources pour les végétaux, c'est quelque chose qui a vraiment changé notre vision du monde et aussi, vous allez le voir, qui nous propose une action différente. En fait, les sols sont vivants et les sols sont source de vie et c'est ce que je voudrais maintenant vous raconter en plantant déjà le décor de ce qu'on a découvert depuis qu'on a commencé à dire « Ah ben oui, les sols sont vivants ». Qu'est-ce que ça veut dire et comment sont-ils habités ? Alors, c'est très simple. Moi, quand j'ai fait mes études, on savait qu'il y avait des microbes dans le sol. On savait tous qu'il y avait des animaux dans le sol. On avait même ces dispositifs, vous savez, où on met un petit bout de sol dans un entonnoir avec un petit grillage par en dessous. On éclaire très fort et entre la lumière et la chaleur et la sécheresse qui vient, les petits animaux du sol qui n'aiment pas du tout ça, ils descendent, ils finissent par tomber dans l'entonnoir jusque dans un pot où il y a de l'alcool. Alors, ils sont saisis dans l'alcool et après on les regarde à la loupe binoculaire, on découvre des kyrielles d'acariens de toutes les couleurs, de toutes les formes, quelques mille pattes, des petites eules, des colamboles, enfin on découvre que dans ce morceau de sol il y a pas mal de gens et on découvre finalement à l'illustration que 25% des espèces animales vivent dans le sol. Bon. Mais ça, c'était mes études, ça n'empêchait pas de voir le sol même habité de vie, comme un sol un peu inerte. En fait, ce qui s'est passé dans les années 90, au moment où les époux Bourguignon partaient de l'INRA, c'est qu'on a eu de nouveaux outils pour comprendre la vie du sol. Et un outil qu'on a eu en particulier, c'est l'ADN. C'est-à-dire qu'on a pu extraire l'ADN d'un petit morceau de sol. D'ailleurs, on l'a fait aussi dans notre tube digestif, et c'est comme ça qu'on a découvert nos microbiotes. On l'a fait dans l'eau de mer ou l'eau douce, et c'est comme ça qu'on a découvert la vraie diversité des microbes présents dans l'eau de mer ou dans l'eau douce. On extrait l'ADN, disais-je, et puis on regarde sur la base de cet ADN quels organismes sont là. Et ça, si on se débrouille bien, on voit beaucoup plus de choses qu'on en voyait à l'époque où moi je faisais mes études, où il fallait mettre ça en culture pendant 3 jours dans une boîte pour voir pousser une espèce de tache. Ensuite, on regardait au microscope, on prenait la tache, on la repiquait sur ceci, ou sur un milieu avec cela, ou sur un milieu sans cela. Et on disait, ah oui, ça c'est Bacillus subtilis. Bon. C'était un petit peu dur d'identifier. Maintenant, c'est pas dur. Enfin si, c'est dur parce que ça coûte cher, donc il faut trouver l'argent. Et pour un scientifique, ça peut prendre beaucoup de temps, ça. Mais aujourd'hui, n'est-elle le prix ? En extrayant l'ADN, on arrive à voir tous les organismes qui sont là. Et on découvre qu'il y a Bacillus subtilis, oui, mais on découvre aussi qu'il y a un truc que personne n'a jamais vu, qui est un Bacillus aussi. Et puis on découvre qu'il y a encore un autre truc qui correspond à aucun groupe connu. En fait, on est capable par l'ADN de repérer des espèces qu'on ne connaissait même pas. Alors, vous allez me dire, et alors ? Bah oui, mais comme on a des banques de données, on sait que bidule l'avait déjà trouvé dans un sol de Sibérie et machin dans un sol des Vosges. Donc on peut arriver finalement sur des espèces qu'on ne connaît pas, à savoir où est-ce qu'elles sont, qui les retrouve. Et puis comme on a l'ADN, on peut de proche en proche essayer de voir quels gènes il y a dans ces organismes-là et découvrir comment ils vivent. Et le bilan, c'est qu'on découvre qu'ils font des choses qu'on n'imaginait même pas. Je vous redonnerai un exemple tout à l'heure, un exemple tout frais, qui est sorti il y a 2 mois dans la littérature scientifique. C'est pour tout à l'heure. Et puis surtout, on découvre des espèces qu'on ne connaissait pas. Et vous savez quoi ? On découvre qu'en fait, on ne savait cultiver et donc nommer que 1% des espèces qu'il y avait dans le sol. Donc en fait, dans les années 90, brutalement, hop, il y a 100 fois plus d'espèces dans le sol.
Et là, les microbiologistes se disent, tiens, ça vaut peut-être la peine d'aller étudier ça de près. Et ils commencent à avoir une déferlante de travaux sur la microbiologie des sols, parce qu'il y a de nouveaux outils, parce qu'il y a un nouvel attrait, et parce qu'on commence à découvrir cette biodiversité des sols. Alors, c'est quoi les microbes des sols? C'est simple, hein. C'est des trucs que vous connaissez déjà. Bon, je vous les décris 2 secondes. Vous avez des petits unicellulaires qu'on appelle des bactéries, qui font 1/10 de millimètre, en gros. Alors, c'est tout petit, les bactéries. Certaines produisent d'ailleurs une molécule, la géosmine, qui fait l'odeur de terre. Quand ça sent la terre, en fait, ça sent la bactérie. Alors ça, c'est une signature intéressante, hein. Vous ne les voyez pas, les bactéries, mais vous les sentez. Et vous voyez que si vous étiez plus attentif à tous vos sens, vous pourriez avoir des indices de ce que vos yeux ne savent pas détecter. Bon. Ensuite, il y a différentes façons d'être un microbe. Je vous rappelle, les microbes, c'est ce qu'on ne voit pas, hein. Donc, c'est ni les plantes, ni les animaux, mais alors c'est plein de choses. Il y a des choses qui sont plus grandes que les bactéries et qui sont faites de filaments qui grandissent en se ramifiant, en se reconnectant et qui font un réseau microscopique. Francis Martin vous en a parlé pour la forêt. Ce sont les champignons qui ont un mycélium. Bon, de temps à autre, ils font une grosse structure massive qu'on voit à l'œil nu. Alors vous allez me dire, ce n'est pas des microbes, mais non. C'est la structure dans laquelle ils dispersent leurs spores qui vont redonner des mycéliums microscopiques. Donc au moment où certains champignons se reproduisent et produisent ces spores qui leur permettent de se disperser, vous pouvez les choper et les mettre dans l'omelette ou en décoration dans le salon. Mais ça, c'est vraiment anecdotique, quoi. Au jour le jour, ce sont des microbes filamenteux et les filaments de champignons font entre 10 et 100 fois la taille des bactéries. Donc c'est des plus gros microbes. Alors dans cette gamme de taille, il y a une 3e sorte de microbes. On pourrait vous en raconter jusqu'à demain matin, des sortes de microbes des sols. Mais il y a un groupe que vous connaissez par des formes géantes. Donc j'ai mes bactéries toutes petites, mes champignons. Alors tiens d'ailleurs, remarque sur les champignons, hein, quand vous sentez des sols forestiers, bon, souvent ça sent le champignon, hein. Alors là, c'est une molécule qui se produit quand on casse les champignons, quand on pèle les champignons de Paris ou les girolles, ou quand on casse les filaments du mycélium, ça s'appelle l'octénol. C'est pas une molécule qui fabrique, c'est une molécule qui vient des blessures. Donc là encore, hein, ça peut se sentir. Puis alors, il y a mon dernier groupe de microbes, qui sont gros comme des filaments de champignons, un peu plus gros, voire même beaucoup plus gros, vous allez voir, qui sont faits de grosses cellules qui se baladent en se déformant. Alors les déformations leur permettent d'avancer, puis des fois, ils émettent 2 déformations et ils avalent comme ça, ils engloutissent une bactérie ou un petit bout de matière organique. C'est les amibes. En fait, vous connaissez les plus grosses, parce qu'il y en a qui sont exceptionnellement grosses, c'est les blobs. Mais les blobs sont des formes géantes d'amibes, et des amibes, il y en a des petites dans les sols. Bien, donc, ça c'est le peuple microbien des sols. Alors, il y a aussi des virus, mais alors là, je ne vais même pas vous en parler, parce qu'en fait, on n'a pas trop l'inventaire. Là, on n'a pas encore de méthode très simple pour les identifier. Même sur l'ADN, ça ne marche pas très bien. Alors on peut, hein, mais c'est très très cher. Et en fait, on ne sait absolument pas ce qu'ils font, donc pour ce qui va suivre, sachez qu'il y a des virus. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Bon, cette réalité microbienne, hein, dans 1 gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. À l'échelle, pour eux, c'est comme, je sais pas moi, Troyes et la grande banlieue de Troyes et un cercle de 20 km tout autour de ça. C'est énorme, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'espèces dans 1 gramme de sol. C'est énorme, hein. Et ces microbes donc, qui peuplent le sol, vous allez voir que c'est des acteurs importants, mais il ne faut pas oublier non plus, effectivement, qu'il y a des animaux, ça on les connaît depuis longtemps, et qu'il y a aussi les racines des plantes. Ah bah oui, tiens, c'est important ça, hein, les plantes sont au tiers de leur masse souterraine. Bien, alors j'ai tous mes protagonistes là, et vous voyez que j'ai beaucoup plus de microbes que j'en avais il y a 40 ans, bon c'est comme ça, hein. Et je peux commencer à vous raconter mon histoire, parce que c'est une histoire où effectivement j'ai de la vie. Alors j'ai de la vie, non seulement dans mon gramme de sol, vous avez vu le nombre d'espèces, mais j'ai de la vie en quantité, et en quantité peut-être supérieure même à ce qui traîne en surface. Songez que la masse de vie sous terre, selon les écosystèmes, est égale à autant ou 1,5 fois plus que la masse qu'il y a dessus. Donc la vie est autant au-dessus qu'en dessous, voire plutôt en dessous. Et puis c'est extraordinairement divers. Tiens, un dernier chiffre. La France, c'est le pays de 200 espèces d'oiseaux, de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 6000 espèces de plantes, 40 000 espèces d'insectes. Rien que dans le sol de France,
on connaît au moins 120 000 espèces de bactéries. Donc il y a du monde en nombre d'espèces, il y a du nombre en biomasse. C'est énorme, la biomasse souterraine à l'hectare, la masse vivante souterraine, c'est une douzaine de tonnes à l'hectare. C'est équivalent de 150 à 250 moutons selon la taille de vos moutons. Il y a rarement ça en surface. Si, peut-être des fois en forêt. Pas dans les prairies. En tout cas, cette vie-là, elle va être intéressante parce que c'est elle qui fabrique le sol. Et j'aimerais maintenant construire le sol avec vous. Parce qu'en fait, c'est cette vie qui, en vivant, va opérer plein de fonctions qui vont construire le sol. Alors, il y a une première fonction que vous pouvez voir sur les façades. Alors, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Vous savez, souvent, quand il y a une façade, on pourrait prendre une façade en pierre, et puis qu'il y a un pet, on voit très bien que la roche en surface, c'est vrai aussi sur une falaise, elle n'a pas tout à fait la même couleur que dans le cœur de la roche. Et en fait, c'est parce qu'il y a des microbes qui commencent à attaquer la roche. Vous savez pourquoi ils l'attaquent? Parce qu'ils vivent là et ils vont chercher un complément minéral, tout simplement. Et ça, dans le sol, ça se passe encore mieux, parce que dans le sol, c'est plus humide, alors les microbes qui viennent pelliculer les roches et les cristaux dans le sol, ils ont de l'eau tout le temps, alors que sur une façade, entre deux pluies, c'est un peu sec. D'autre part, ces microbes qui pelliculent la roche, ils émettent des acides qui permettent de dissoudre la roche. Et en fait, ces microbes, ils sont simplement en train de chercher des compléments de phosphate, des compléments de calcium, des compléments de fer, des oligo-éléments. Ils travaillent comme des cochons, donc il y a des fuites dans tous les sens. Et donc vous avez du fer, du calcium, du potassium, du phosphore, des tas de choses qui passent dans le sol et qui en fait font de la fertilité. En fait, dans le sol, les roches se dissolvent. Elles se dissolvent de toute façon dans l'eau de pluie qui passe dans le sol, mais elles se dissolvent beaucoup plus vite à cause de microbes qui vivent dessus et qui en fait utilisent cette dissolution et l'accélèrent pour chercher des ressources vitales avec tout ce que ça crée de fuites qui vont augmenter la fertilité. En fait, les roches qui sont dans le sol sont en train de fondre 100 fois plus vite que si elles étaient dans l'air et soumises simplement aux intempéries. Et ça libère de la fertilité. Alors, ce n'est pas la seule chose qui libère de la fertilité. Tiens, les sols, par exemple, en ce moment, c'est la saison où on est en train de souffler, vous savez, les feuilles mortes ou de les ratisser. Vous observerez qu'on ne fait ça que quand il n'y a pas de sol. Quand il y a du sol, les feuilles disparaissent. Les branches tombées à terre disparaissent. Elles disparaissent assez vite dans les pelouses, un peu moins en forêt, où il y a souvent 2-3 ans de feuilles qui traînent. Enfin, il n'y a que 2-3 ans, même dans une forêt qui a 150-200 ans. En fait, plus ou moins vite, la matière qui tombe au sol est boulottée, mangée par la vie du sol, dévorée. Et, c'est la première chose, c'est que le sol, c'est un nettoyeur d'une puissance pas possible. C'est pour ça que c'est pas terrible, les gazons en plastique. Parce que c'est très beau, ça ne demande pas d'arrosage, ok, mais rapidement, c'est encrassé, tas de trucs dégueulasses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas accès à un sol en dessous. Donc les tapis de gazon en plastique, ça se souille très vite. Une pelouse ne se souille pas. Il y a le sol qui boulotte tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la matière organique morte, les feuilles mortes, tous les débris qui tombent au sol et qui disparaissent mangés par la vie du sol, quand ils sont mangés, en fait, ils vont donner de la fertilité eux aussi. En fait, il va leur arriver la même chose qu'aux roches qu'il y a dans le sol, c'est que ça donne de la fertilité. Alors suivez-moi bien. C'est un chemin qui est un peu plus difficile, mais vous-même, quand vous mangez des choses, ça vous sert à grandir, encore que, vu l'âge des gens qui sont dans la salle, la plupart ont fini leur croissance. Moi, je m'approche de vous pour voir ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui sont encore en croissance, là. Et alors, donc, il y a ce qui sert à renouveler la peau, renouveler les cheveux, ça c'est de la croissance. Mais l'essentiel de ce que nous mangeons, nous le brûlons avec de l'oxygène, ça s'appelle la respiration, et c'est de cette espèce de feu qu'il y a dans nos cellules, on récupère l'énergie qui est nécessaire à vivre. Alors ça va donner un déchet qui est le CO2, comme dans un feu, mais vous savez que quand vous brûlez des choses dans l'âtre, il y a aussi des cendres. Quand vous brûlez des molécules, si ces molécules, quand vous consommez des molécules pour en faire de l'énergie, si elles contiennent de l'azote, si elles contiennent du phosphate, si elles contiennent du soufre, vous décrochez le soufre, le phosphate, l'azote. C'est l'équivalent des cendres. Et tout ça, vous le jetez dans le sang est nettoyé au niveau des reins, et c'est ce qui sert à faire l'urine. C'est pour ça que vous urinez. Vous urinez pour rejeter quelques molécules indésirables de votre alimentation, mais aussi pour jeter les cendres azotées, phosphatées. Ah tiens, oui, l'urine, c'est un engrais. Oui, quand les champignons mangent dans le sol et font pipi,
Ils jettent ça comme ça. Les acariens font pipi sans station d'épuration. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, l'urine, les déchets de tous ces êtres vivants, eh ben, c'est de l'azote, du phosphate et du soufre sous une forme utilisable par les plantes. Comme pour les pierres. La matière organique, elle finit lentement, attaquée, enfin lentement, plus vite que s'ils n'étaient pas là, elle finit attaquée par des microbes qui libèrent de la fertilité. Figurez-vous qu'il en va de même des gaz qui rentrent dans le sol, parce que le sol, c'est quoi? C'est des trous avec de l'air, c'est de la matière morte, de la matière vivante et de la pierre. Bon, la matière vivante est en train d'attaquer la matière morte, elle est en train d'attaquer la pierre. Ça ne se fait pas en un jour, mais ça libère de la fertilité. Figurez-vous que la matière vivante, la vie du sol, attaque les gaz venus de l'atmosphère. Il y en a un qu'on vient déjà de consommer, là, non? On a dit que dans le sol, il y avait de la respiration. Oui, l'oxygène qui rentre dans le sol, et il sert à faire de la respiration, et ça libère du CO2 qui ressort du sol. Et rebelote, hein. J'ai un composant qui est rentré dans le sol, il a été manipulé par le vivant, qu'est-ce que ça donne? De la fertilité, parce que le CO2, c'est ce qui sert à faire la photosynthèse. Mais il y a mieux. Il y a un gaz qui rentre dans le sol, et qui va amener un élément qui ne serait pas dans le couple sol-plante, sinon parce que cet élément-là, on ne le trouve pas dans les roches. Cet élément, c'est l'azote. L'azote, vous y êtes, il n'y en a pas dans les roches. D'où vient l'azote qui est dans le sol et qui ensuite éventuellement rentre dans les plantes? Alors vous allez me dire, il peut venir de la décomposition des plantes. Oui, mais elles l'ont trouvé où? Vous allez me dire, oui, peut-être qu'il y a de l'eau qui est arrivée avec du nitrate ou de l'ammonium d'à côté. Oui, mais d'à côté, ça vient d'où? En fait, tôt ou tard, quand vous remontez, quand vous cherchez l'origine de l'azote qu'il y a dans les sols et dans les plantes, vous allez trouver de l'azote atmosphérique qui est rentré et qui a été utilisé par des bactéries qui peuvent transformer l'azote atmosphérique en acide aminé, donc en azote organique. D'ailleurs, certaines de ces bactéries sont associées aux racines de plantes qui les nourrissent d'un petit peu de sucre et qui, en échange, reprennent un peu de leurs acides aminés. Vous les connaissez, ces plantes? C'est les plantes riches en azote, les plantes riches en protéines. Pourquoi il y a autant de protéines dans les trèfles, dans les luzernes pour le bétail, dans les pois, les lentilles pour vous, les haricots ou le soja pour vous? C'est juste que ça élève dans ces racines, ces plantes-là, elles élèvent des bactéries qui transforment l'azote de l'air en acide aminé, et donc avec ça, on peut faire des protéines. Quand ces bactéries meurent, quand ces plantes meurent, ça se décompose et ça va donner du nitrate, de l'ammoniac, enfin des formes utilisables. Donc vous voyez, le chemin est un peu plus long parce qu'il faut qu'une bactérie fixe ça, puis que ça se décompose, mais j'ai quand même un chemin qui, par le vivant, même d'un truc inerte qui est rentré dans le sol, a un composant qui est fertile. Donc, pour résumer, la première chose que fait le sol, c'est quelque chose qui va, en fait, libérer de la fertilité à partir de tout ce qu'il y a dans le sol. Les gaz qui rentrent, la pierre et les cadavres, et les restes de végétaux et tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que les plantes poussent. C'est parce que la vie du sol, microbienne et animale, les animaux ils mangent aussi des trucs morts et ils font pipi. Et c'est très bien dans le sol. Toute cette vie du sol va d'abord et avant tout faire de la fertilité. Mais il faut que vous réalisiez, et ça c'était le premier point fonctionnel, donc je vous ai parlé de la vie du sol, je vous ai montré qu'elle faisait de la fertilité. Mais j'aimerais maintenant résoudre avec vous un problème, c'est que cette fertilité, elle est très soluble dans l'eau. On parle de potassium, on parle de calcium, le phosphore, pas trop. Mais le phosphate, pas trop. Mais bon, quand même, on parle de nitrate ou d'ammoniac, tout ça, c'est soluble dans l'eau. Et l'eau de pluie tombe sur le sol, et l'eau de pluie descend dans le sol, et l'eau de pluie s'en va vers les nappes phréatiques. Si vous laissez faire, tout va s'échapper vers le bas, jusqu'à être hors de portée de racines. En fait, il faut touiller, il faut mélanger, quoi. Qui mélange? Alors vous pensez aux vers de terre, mais vous devez penser à tous les animaux. Quand une taupe fait son trou et rejette la terre, elle remonte des trucs de profondeur, elle les remet par-dessus. Et elle enterre l'herbe qui était là. Alors c'est vrai, les vers de terre, c'est aussi des rois du mélange. Comme tous les animaux, ils sont fouisseurs, donc ils font des trous, donc ça perturbe le sol, ça mélange un peu. Mais surtout, ils font deux choses qui sont liées à leur alimentation et qui sont vraiment des pivots du mélange. Ce qui fait que dans les sols à vers de terre, c'est vraiment très mélangé. C'est ces sols, si vous voulez, où quand il tombe un débris, vous ne le voyez plus parce que rapidement, il est incorporé au sol. C'est les sols de pelouse, par exemple, ou les sols de potager, ou les sols de champs agricoles. Bon. Alors, les vers de terre, ils mangent de la matière organique.
Ils mangent des débris de végétaux et tout. Mais en fait, ils digèrent mal le végétal. Un peu, mais pas trop. Ce qu'ils vont surtout digérer, c'est les microbes qu'il y a dessus. Alors, ils doivent donc broyer fin ces restes de végétaux, hein, parce qu'il faut extraire du jus de bactéries. Et ils n'ont pas de dents. Comment on fait pour broyer quand on n'a pas de dents? Ne me dites pas les enzymes, hein, parce que les enzymes, elles attaquent par la surface. Donc si vous n'avez pas découpé un petit morceau, si vous n'avez pas bien mangé, mâché votre repas, les enzymes, elles vont être à la peine pour arriver à tout digérer. Il faut vraiment, même quand on a des enzymes, et ils en ont, il faut avoir tout mis en morceaux, mais ils n'ont pas de dents. Eh bien, ils font comme les poules, oui, absolument. Oui, mais même les acides, ils attaquent par la surface. Plus vous avez fragmenté, plus il y aura d'attaques. Si vous avez des gros morceaux... Non, c'est comme les poules. Les poules n'ont pas de dents, mais elles ont un gésier, et elles mettent dedans des petits cailloux, et ça fait meule. Les vers de terre, ils ont aussi des gésiers. Bon, on ne fait pas des salades de gésier de vers de terre, parce que c'est trop petit, mais il y a un gésier, et ils mangent des grains de sable. Et ça fait meule. Et donc... ils broient tout très fin. Et là, c'est la catastrophe, parce que certes, ils rejettent, ils relarguent le jus de microbes, mais ils relarguent aussi toutes les toxines qu'il y avait dans les plantes, puisqu'ils broient fin. Tanins, terpènes, vous savez quand même que la plupart des plantes, si vous les avalez, c'est fini pour vous. Enfin, pas la plupart, mais en tout cas, la plupart des plantes, c'est une bonne grosse chiasse. Alors donc, que fait le ver de terre pour s'éviter des... pas chiasse en public, on dit diarrhée, des diarrhées, ou d'en crever. Il fait comme vous, quand vous avez le tube digestif en vrille, vous prenez du smecta, c'est de l'argile. Pourquoi mettre de l'argile? Parce qu'en fait, l'argile, ça retient tout un tas de choses. Les virus d'abord, alors si c'est une diarrhée virale, c'est très bien, et les toxines, qui s'associent aux feuilles d'argile et du coup ne peuvent plus rentrer dans l'organisme ni nuire. Donc, le ver de terre boulotte du sable et de l'argile, en veux-tu en voilà, 20 fois son poids par jour en période d'activité. Bon, ce n'est pas 20 fois son volume, parce que c'est plus dense, le sable et l'argile. Mais quand même, c'est vrai que quand on fait une coupe de ver de terre, c'est de la terre avec un peu de verre autour. Et donc, quand on mange 20 fois son poids par jour, il faut aller aux toilettes régulièrement. Et quand le ver de terre fait son turicule, puisqu'on ne chie pas en biologie, on fait des turicules. Non, c'est pas beau de... Là encore, il y a des élégances. Mais bon, alors donc, le turicule, qui est en fait la crotte de ver de terre, d'abord il est un peu noir, je vous ai dit, il y a de la matière organique dedans, c'est ça qui est noir, la matière organique, et elle n'est pas digérée. Deuxièmement, quand c'est frais et que je peux le roulotter, ça fait des petits rouleaux, c'est plein d'argile. Et troisièmement, quand j'écrase, ou expérience que j'ai faite récemment, j'aurais presque pu vous montrer la diapositive, c'est trop marrant à faire ça. Vous prenez une crotte fraîche, ou même pas fraîche, c'est plus vite fait avec une crotte fraîche, et vous touillez dans un verre d'eau, d'accord, vous touillez en brassant, vous versez le surnageant, vous remettez de l'eau, vous touillez, puis quand c'est clair, vous regardez ce qui reste au fond, vous verrez les grains de sable. Donc, la crotte est elle-même un mélange de matière organique, d'argile et de sable. Et en plus, elle est posée en surface, ça enfouit tout ce qui venait de tomber. Alors, il y a des sols, et notamment des sols forestiers. Je vois qu'on a des collègues de l'ENF qui sont là. Dans les sols forestiers, souvent, c'est des sols un peu moins fertiles qu'on a laissés à la forêt. Alors, dans ces sols-là, il y a des vers, mais des fois, il n'y a pas de vers, puis des fois, il y a des petits vers qu'on appelle les enquitrés. Ils sont longs comme ça. Alors, effectivement, quand on regarde bien, ils font caca partout. C'est-à-dire qu'ils descendent chercher de l'argile et des petits morceaux de pierre, puis ils remontent, manger de la matière organique, et ils font caca en route. Sauf que, ils sont trop petits, et leurs cacas sont aussi petits qu'eux, et donc, là, le brassage est beaucoup plus lent. Mais il existe quand même. Et il fait qu'au bout de 5-6 ans, les feuilles sont incorporées, mais c'est plus lent. Donc les vers, ils brassent, comme tous les animaux en faisant des trous, mais ils brassent aussi par la façon dont ils défèquent quelque chose qui est un brassage, un mélange, et qui est posé par-dessus des choses en place. Quand les vers de terre sont assez gros, ça vous donne des sols. Les sols qui tâchent quand on marche dedans, après la pluie. Parce que le sol forestier, il est propre après la pluie, vous marchez sur les feuilles, quand vous en mettez plein les chaussures, c'est que vous mettez des crottes de vers de terre sur les chaussures. Et les vers de terre sont extrêmement actifs dans ces sols-là. Il faut comprendre que tout le sol, parce qu'ils remangent les vieilles crottes, dans les vieilles crottes, il y a de la matière organique, il y a du sable, il y a de l'argile, donc ils remangent aussi les vieilles crottes, et tout le sol tourne tous
tous les 3 ans, tout le sol est repassé dans le tube digestif des vers de terre. Donc c'est un crottage continu en surface, hein. C'est vraiment bouillonnant. Et d'ailleurs, Darwin avait fait une expérience. Dans son jardin, il avait mis un lit de craie. Et il rapporte dans son dernier ouvrage dédié aux vers de terre, il avait une admiration et une passion phénoménale pour les vers de terre. Quand il revient de son voyage autour du globe, il est invité à la Royal Society. Personne ne précise le thème de la conférence. Tout le monde pense qu'il va parler de son voyage autour du monde. Parce que vous savez, il avait été sur le Beagle tout autour du monde. Et il fait une conférence sur les vers de terre. Et il a mis du temps à rentrer à la Royal Society, qui a vraiment pris ça pour un outrage. Vers de terre. De la terre. Truc de cutéreux. Ça va ? Oui, même dans le monde universitaire, en dehors des agronomes et des forestiers, l'enseignement des sciences, enfin l'enseignement sur le sol, c'était pas la joie. Bref, alors donc il consacre son dernier ouvrage à la terre végétale et à l'activité des vers de terre. Et dans cet ouvrage de 83, si ma mémoire est bonne, il parle de cette expérience qu'il a réalisée, où il a donc épandu de la craie, et puis d'année en année, il fait une coupe pour regarder comment migre verticalement la craie, et sa craie s'enfonce tous les ans. Bon, ça, le trait de craie se dilue un peu, mais il le suit sur 2 dizaines d'années au moins, et il en détruit une vitesse d'enfouissement dont il se sert pour dater des sites archéologiques, en disant, ben voilà, ils sont à telle profondeur, donc ils ont descendu. Alors en fait, ça ne marche pas, parce qu'arrivé à une certaine profondeur, les choses ne descendent plus, parce que les vers ne vont plus jamais chercher de choses en dessous. Il y a une profondeur limite où l'enfouissement progressif s'arrête. Donc ces datations de Stone Age en particulier ne tenaient pas la route. Mais peu importe, il avait repéré ça, et donc, quand il y a des vers de terre, ça brasse. Alors, il y a aussi d'autres choses qui brassent, et notamment, il y a une chose qui va injecter beaucoup de matière organique en profondeur, c'est les racines des plantes. D'abord parce que quand la racine grandit, alors on est d'accord que la matière organique vient de la surface, la photosynthèse a lieu en surface, mais les racines injectent beaucoup de matière organique dans le sol, et elles contribuent aussi au mélange, en injectant de la matière organique en profondeur, de 3 façons. 1. Pour se frayer un chemin entre les particules de sol, la racine qui grandit doit lubrifier la réorganisation des particules de sol. Ça émet énormément de mucilage qui va lubrifier l'entrée de la racine dans le sol. Ce mucilage aura un deuxième effet, c'est que comme il retient l'eau, il va permettre d'avoir des meilleures réserves hydriques autour de la racine. L'eau de pluie est mieux retenue. Mais aussi, et c'est important, la deuxième chose, c'est que la plante, elle réagilise dans le sol un prodige. Si je vous enterre dans le sol jusqu'à mi-cuisse, en vous amenant une tablette, de la conversation autant que nécessaire, je vous laisse votre téléphone portable, vous avez droit à tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui va vous arriver en moins de 8 jours ? Vous n'allez pas vous ennuyer, on vous met même un oreiller pour pouvoir dormir, mais qu'est-ce qui va vous arriver rapidement ? Vous allez mourir de gangrène. Parce qu'il y a tellement de microbes dans le sol qu'il y en a qui mangent les poils, d'autres qui mangent la peau, d'autres qui mangent les muscles. Il y en a même qui finiront par manger vos os, ou en tout cas les attaquer pour libérer du phosphore et du calcium. Vous y êtes ? Vous mourrez de gangrène en moins d'1 semaine. Les plantes font un miracle qui est de ne pas être malades. Alors d'ailleurs, elles ne le font pas toujours, ce miracle. Il y a des maladies qui rentrent par les racines. Mais enfin, la plupart du temps, elles sont en bonne santé. Et pour ça, il faut déverser des tonnes d'antibiotiques dans le sol. Au total, entre le mucilage et les antibiotiques, la plante déverse dans le sol entre 10 et 40%, selon l'espèce, des produits de la photosynthèse. Donc, lubrifiant, antibiotiques, les 2 premiers postes. Mais ce n'est pas fini. Souvent, la vie du sol a un rôle, même quand elle cesse d'être vivante. Quand la racine meurt, tout n'est pas récupéré. Or, mort de racine advient. Parce que toutes les petites racines ne deviennent pas grandes. Bon, alors déjà, sur une plante annuelle, 100% des racines meurent dans l'année avec de la matière organique laissée en vrac dans le sol. Mais pour les plantes annuelles, on compte que 80% des racines meurent dans l'année. Parce qu'en réalité, toutes les petites racines ne deviennent pas grandes. Seules certaines sont amenées à grandir et à devenir de plus grosses racines. Vous vous rappelez un chiffre que je crois que je vous ai donné, 1/3 de la masse de la plante est souterrain. Et ce tiers, en fait, se renouvelle assez vite, parce que les petites racines, quand elles ont fini d'exploiter le sol localement, elles meurent. Et ça, ce 80% de racines qui disparaissent dans l'année, ça fait qu'en réalité,
les plantes, d'une espèce à l'autre, ça dépend de l'espèce, mais elles libèrent en profondeur dans le sol sous forme de racines mortes entre 1 et 5 fois autant que de feuilles et de branches mortes en surface. Vous réalisez ça? C'est énorme, parce que ça, c'est de la matière organique injectée en profondeur. Donc de sa mort, plus exactement de sa vie à sa mort, la plante injecte de la matière organique en sous-sol, alors que la matière organique, on se dit, elle arrive en surface. Non, il y en a qui est injectée par la plante en profondeur. Bref, mon sol est un mélange où la matière organique n'est pas qu'en surface et la matière minérale et la fertilité peut remonter. Mais ce brassage, il a un deuxième effet. Je vous ai parlé de la vie du sol, je vous ai parlé de la création de fertilité, je vous ai parlé du brassage qui mélange. Maintenant, je voudrais attaquer, et c'est une conséquence du mélange, les trous. Et notamment, ma question, c'est qu'est-ce qu'un bon trou? Alors, on a dit qu'il y avait de l'air dans le sol. Et vous savez qu'il y a aussi de l'eau. Il y a des fluides qui rentrent, et ils rentrent en profitant de trous. Mais que ces trous ne se sont-ils écroulés depuis des décennies? Surtout avec tout ce qui passe dessus. Je ne parle pas dans un agricole, je parle juste d'un cerf qui court, d'une vache qui pâture ou d'un jogger. Ils s'écroulent. Mais ils sont perpétuellement refaits par les êtres vivants du sol, de leur vie à leur mort. Une amibe qui se déplace, une bactérie qui se déplace, un acarien, un ver de terre, ça fait des trous. Mais il y a aussi la vie qui meurt en faisant des trous. Quand une bactérie meurt, ça laisse un trou. Quand une racine meurt, ça laisse un trou. Quand un filament de champignon meurt, ça laisse un trou. Donc la vie, en vivant, quand elle se déplace, mais la mort, inévitablement, laisse des trous. Et ça, c'est des bons trous. Pourquoi? Parce qu'ils sont stables. Ils sont faits en pénétrant, en tassant les parois. Quand vous faites un château de sable, vous tassez. Vous tassez dans le seau avant de renverser. Bon, honnêtement, petit conseil, un château de sable, c'est merdique ça. Il vaut mieux le faire avec les mains, quoi. Et il faut pousser. Et puis la deuxième chose, et ça débouche sur un autre conseil pour les châteaux de sable, un peu moins beau d'ailleurs, mais bon. La deuxième chose, c'est que il y a du mucilage de vers de terre, il y a du reste de matière organique de racines mortes, du reste de filaments de champignons morts. Il y a de la matière organique, et la matière organique, c'est collant. Et ça empoisse, encolle tous les petits morceaux, et ça stabilise le trou, simplement en collant. Une façon de faire des châteaux de sable beaucoup plus hauts et beaucoup plus beaux, c'est si on a la chance à côté du sable d'avoir un endroit où il y a de la vase. Alors ça pue un peu, d'accord, mais vous ramenez un bon seau de vase et pour les parements, pour les côtés, vous mélangez votre sable à de la vase. Donc riche en matière organique en fait. Et là, vous obtenez, vous pouvez faire vous pouvez gagner pratiquement 50% en hauteur avec les mêmes pentes sur les côtés parce que ça colle, quoi. Donc ça vous fait un machin qui est beaucoup plus stable. Donc le bon trou, il est fait en comprimant les parois et en mettant de la matière organique, et c'est ce que fait le vivant. Et puis, j'ajouterais qu'il y a la question aussi de savoir la taille des trous. Est-ce qu'il faut que les trous soient petits ou grands? Alors, qui vote pour les petits trous? Qui pense que les petits trous, c'est mieux? Les petits trous, ce genre trous de bactéries. Qui aime les petits trous? Ouais, il y a du monde. Qui préfère des gros trous? Eh bien, vous avez tous raison. Les gros trous, c'est les axes par lesquels l'eau va rentrer, mais elle sera pas retenue. Et rapidement, quand elle a circulé, c'est là qu'il y a de l'air, donc il en faut. Et les petits, ils retiennent l'eau par capillarité. Vous savez, la capillarité, c'est ces interactions qui font monter, par exemple, le café, quand on plonge un Kleenex dedans, il y a le café qui monte par capillarité dans le Kleenex. Les petits trous retiennent l'eau, et ça permet de faire des réserves en eau. 50 à 400 litres d'eau par mètre carré de sol dans nos régions. Ça dépend du sol. C'est énorme. Donc, un des effets de la vie du sol, c'est de foisonner le sol, un peu comme quand on bat des œufs en neige. Alors, c'est pas à ce rythme-là, c'est pas de cette façon-là, mais ça incorpore régulièrement des trous, et ça s'oppose à l'effondrement des trous qui précèdent. Et c'est important pour la fertilité aussi, indirectement, cette fois-ci, parce que ça permet d'avoir de l'eau et de l'air. Bon, c'est bon, les plantes sont nourries. Là, maintenant, c'est bon. J'ai même fait les trous. Mais alors, justement, ces trous, ils sont importants parce qu'ils expliquent aussi le comportement de l'eau.
Et j'aimerais maintenant en venir à ça. Quand il pleut dans le désert, l'eau tombe sur le sol et ruisselle. Elle arrache tout ce qu'elle peut sur les reliefs et elle dépose ça dans des plaines où les cours sont changeants d'une fois sur l'autre et où l'eau coule pendant quelques minutes et puis il n'y a plus rien, les ouèdes. Le cours n'est pas fixé, il n'est pas permanent. L'eau dévale si vite les pentes et s'évacue si vite qu'à peine 20% de l'eau a le temps de s'évaporer. Bon, alors il ne pleut pas souvent dans le désert, on pourrait se dire que l'air est tellement sec que, bah oui, mais l'eau n'a pas le temps de s'évaporer qu'elle est déjà partie. Maintenant, quand il pleut chez nous, ça rentre dans les trous. Alors vous allez me dire, ça ne peut pas s'évaporer. Oui, mais paradoxalement, ça s'évapore plus parce que les plantes puisent dans les trous, font monter la sève et évaporent dans les feuilles. Et donc, les plantes sont des évaporateurs très efficaces. D'ailleurs, cette évaporation consomme de la chaleur, un peu comme quand vous mettez du linge à sécher, c'est un peu plus frais. Sous les plantes, il fait frais. Ou quand vous achetez le cul dans l'herbe, vous vous relevez, vous avez les fesses fraîches. Enfin, fraîches et humides. Bon, donc, les plantes vont évaporer dans nos régions 60 à 80% de l'eau qui est tombée. Plus que dans le désert. C'est paradoxal, parce que vous vous dites, l'eau est dans le sol, donc elle ne va pas s'évaporer. Oui, mais il y a les plantes qui puisent et qui l'évaporent. Donc le couple sol-plante va évaporer beaucoup d'eau. Et ça a des conséquences importantes. Déjà, cette eau qui est évaporée, elle va se recondenser et retomber, puis elle va repartir dans l'air, puis elle va se recondenser et retomber. Et le long des grands courants d'air, par exemple d'ouest en est chez nous, vous avez de l'eau qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Vous avez des rivières atmosphériques qui partent de l'océan et qui inondent, au sens vrai, qui irriguent jusqu'à l'intérieur des continents. Parce que, normalement, si l'eau venait de la mer et des cours d'eau, il y aurait beaucoup de pluie sur le littoral, et puis 3 fois rien à l'intérieur des terres. Non, l'eau, en fait, est surtout verte, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle vient des plantes. Et en France, en moyenne, 70% de l'eau de pluie s'est déjà évaporée une fois. Vient d'une plante. Alors évidemment, c'est un chiffre moyen. Plus on va vers l'intérieur des terres, plus on va vers 100%. Plus on est au bord du littoral, plus on est à 0%, puisque tout vient de la mer. Mais quoi qu'il en soit, ça crée des rivières atmosphériques et puis ça crée des rivières terrestres, parce que la fraction de l'eau qui ne s'est pas évaporée, elle va passer soit vers les nappes, soit vers les rivières, et dans les rivières, elle sera là, même quand il ne pleut pas, puisque les sols goûtent lentement dans les rivières. Et d'ailleurs, ça évitera aussi les inondations quand il pleut, parce que l'eau est transitoirement stockée dans les sols. Et ça, c'est important, parce qu'en ville, on a souvent des inondations qui sont dues à des erreurs d'aménagement, de ne pas avoir laissé les sols. Outre que les sols permettent d'avoir de la végétation qui est très bonne pour, on le sait maintenant, l'humeur et la santé humaine. On a des chiffres sérieux là-dessus, je ne vais pas vous raconter ça en détail. Mais en plus, l'évaporation d'eau par les plantes en été fait des îlots de fraîcheur, mais aussi, en hiver ou en automne, quand il pleut beaucoup, d'avoir des sols, ça permet d'avaler l'eau. Et il y a aussi, aujourd'hui, beaucoup de villes qui recommencent à se penser en ville-éponge. Alors c'est Berlin qui a lancé ça. Paris se pense en ville-éponge, c'est-à-dire qu'on rouvre des espaces de verdure, mais surtout on pense qu'il y a des sols là. Et on fait en sorte que le drainage, on bénéficie simplement de la morphologie du terrain, que l'eau arrive dans ces trous-là. Alors, les jardins d'eau, Wassergarten, sont en fait des zones où vous avez de la végétation éventuellement spontanée, un peu de milieu humide ou humide temporaire. Quand il pleut, il y a une mare, elle se ressuie lentement. Ça fait des réserves pour l'été suivant. Et vous avez là un parc qui est fréquentable le reste de l'année. Et cette intégration donc de fonctions éponges dans la ville, elle permet d'éviter les inondations, mais aussi de faire les réserves pour la saison sèche. Donc aujourd'hui, les sols sont de plus en plus une façon de penser l'eau dans la ville. Paris s'est mis à ce programme de ville-éponge, et c'est pas un truc simple à faire. Puis surtout, ça fait des espèces de mares temporaires. Alors elles sont temporaires, pas de risque avec les moustiques, au moins, mais c'est dur d'expliquer aux gens qu'il y a un endroit où certains jours, il y a de l'eau. Mais c'est vraiment le sol comme solution, de nouveau. La gestion de l'eau, c'est le sol. Mais il y a plus dans les sols que les réserves en eau. Il y a aussi la qualité de l'eau. L'eau de pluie qui tombe emmène des tas de particules, des tas de molécules plus ou moins désirables. Et en fait,
il va y avoir à la fois une filtration mécanique, mais aussi une filtration biologique. Et j'aimerais vous parler d'un groupe de microbes qui a été récemment décrit. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Franchement, ça fait 3 semaines que je le connais. Du coup, j'ai à cœur de ramener ma science. Les 6-8 microbiota. C'est un groupe de bactéries. On en connaissait. Moi, j'avais entendu parler d'un certain nombre que je connaissais sous des numéros qui avaient été trouvés dans des sources d'eau chaude à Yellowstone, des trucs comme ça. Mais en fait, il semblerait que ces bactéries sont très communes, notamment en profondeur dans le sol, très très bas, vers 1 mètre par là. Enfin, vraiment dans des zones où il n'y a plus trop de racines, plus grand chose à manger d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas trop de matière organique. Plus vous descendez, moins il y a de matière organique. D'ailleurs, bientôt vous allez être dans la pierre. Elles vivent en profondeur, et quand on étudie leur génome, parce qu'on ne sait pas bien les cultiver, mais on connaît toute leur intimité génétique par contre, on s'aperçoit qu'elles ont des capacités pour manger absolument incroyables, elles peuvent vous bouffer de n'importe quoi. Et on soupçonne que quand un certain nombre de molécules bizarres, et je vais revenir sur ce que c'est que des molécules bizarres, mais des molécules pas très consommables, entraînées par l'eau, arrivent en profondeur, là où il n'y a plus que ça à manger, c'est elles qui le mangent et qui détoxifient finalement les dernières molécules qui sont les moins appétissantes, les moins rentables énergétiquement, mais bon, quand on vit là, il n'y a que ça. Et donc elles ont sans doute un rôle majeur dans la détoxification des résidus, notamment des résidus de pesticides. Donc la qualité de l'eau, elle est faite par les sols, je vais revenir sur les pesticides tout de suite, et notamment par des microbes comme ces 6-8 microbiota qui sont d'excellents décomposeurs, désespérés de rien trouver, ils sont capables de bouffer de tout, y compris des trucs bizarres. Et pour vous illustrer à quel point le sol est capable de détoxifier, je voudrais revenir sur les pesticides et vous faire part d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années sur des données qui concernent l'année 2015 et qui concernent une partie des territoires agricoles du globe qui ont reçu cette année-là 1 million de tonnes de pesticides, c'est-à-dire le tiers de ce qui est déversé au total sur le globe chaque année. Donc c'est que 1 million, sachant qu'il y en a 3 tous les ans. Et là, les gens ont fait des chiffrages, alors qui sont des chiffrages moyens, parce que d'une molécule à l'autre, de pesticides, le sort n'est pas le même. Mais en gros, 82% des pesticides sont détruits par les microbes du sol. 82%. Il en reste 10% sous forme de résidus dans le sol qui peuvent éventuellement repartir dans les plantes qu'on cultive. Et il y en a 7,2% qui fuient avec l'eau vers les rivières et vers les nappes phréatiques. Alors aujourd'hui, c'est ce qui nous ennuie. On a des captages. Vous savez qu'en France, depuis les années 80, on a fermé la moitié des captages. Que de plus en plus, maintenant qu'on connaît les résidus des pesticides, les formes modifiées qu'ils ont dans le sol, on s'aperçoit que, il n'y a sans doute pas d'eau potable en France. Dire vous et moi, parce que vous en avez bu aussi dans la région, et moi à Paris, on a tous bu du R471811, qui est un produit de dégradation de la chlorothalonyle. Il y en avait dans l'eau potable de plus du tiers des Français, dont vous et moi. Alors là, il semblerait que finalement, cette molécule qu'on ne connaissait pas, donc on ne la détectait pas, maintenant qu'on la connaît, elle n'est pas si grave que ça. Bon, tant mieux, mais à un moment où on l'a bu, on ne la connaissait pas, voilà. Bon, en France, il y a 800 molécules analysables. Selon les régions, on en détecte entre 15 et 500. Le mieux, c'est PACA pour ça. Là, il y a des hauts niveaux de détection. Voilà. L'idée, c'est que l'histoire des pesticides, c'est à la fois l'histoire des capacités extraordinaires de filtration biologique des sols, 82%, et aussi l'histoire d'un filtre encrassé. Un filtre, oui, mais maintenant encrassé, donc il commence à fuir. Petit détail, il n'y a plus que les Chinois qui font les charbons actifs qui permettent de capter l'essentiel des pesticides et de leurs résidus. Donc d'un jour à l'autre, ils peuvent décider que vous allez boire quelque chose, vous allez mourir tout de suite. Ok ? Donc je dis ça comme ça, parce qu'on est tenu par les couilles. Et ça, c'est un des points par lesquels on est tenu par les couilles. Il y a les terres rares, il y a les charbons actifs, il y a 3-4 autres trucs, bientôt le Doliprane. Alors, c'est pas réjouissant, mais c'est comme ça. Alors donc, tout ça pour dire que, néanmoins, le sol, il a des capacités de filtration énormes, et aussi, finalement, il fait la qualité de l'eau ou pas. Et je vais terminer en faisant la qualité d'une troisième chose. Bon, je vous ai parlé de qui il y avait dans le sol,
de leurs activités qui font de la fertilité, de leurs activités qui mélangent, de leurs activités qui font des trous, de l'influence que ça va avoir sur le cycle de l'eau en termes de quantité, de qualité, de type de comportement de l'eau. La dernière chose, c'est la qualité de l'air. Vous savez qu'après la pluie, il y a une odeur très particulière dans l'air. Hein. On appelle ça le pétrichor. Ça s'écrit pétrichor, mais ça se dit pétrichor. Et cette odeur particulière, en fait, c'est cette fameuse géosmine, ce composé de bactéries qui sent la terre. Quand il pleut, l'odeur de terre sort et se dilue dans l'air. Et c'est l'odeur de terre diluée. Plus 3-4 autres trucs, c'est un cocktail un peu complexe. Mais c'est surtout cette géosmine, l'odeur de terre diluée. Mais vous réalisez qu'il y a aussi tout un tas de molécules qui n'aiment pas tellement être dans l'eau, et quand l'eau de pluie envahit le sol, ces molécules-là sortent. Pourquoi il y a encore des PCB interdits en 1987 dans l'air d'Occitanie? Pourquoi la moitié d'entre vous sont contaminés par du lindane, interdit depuis 1998? Et pourquoi on le détecte encore dans l'air? C'est des trucs qui se décomposent mal, et ça sort quand il pleut. Et où ça va? Ça retombe dans le sol éventuellement. Mais ça va peut-être là où on sent l'odeur du pétrichor, au fond de vos narines et de vos poumons. Oui. Le sol, il fait la qualité de l'air aussi. Mais quand le filtre est encrassé, pas de chance. Ces molécules interdites, respectivement PCB 87, lindane 98, il y en a encore dans l'air d'Occitanie. Et la moitié des Français contiennent encore du lindane. Alors, les vieux, c'est parce qu'ils sont vieux, donc ils ont du lindane d'origine. Mais pour les plus jeunes, c'est ce qu'ils respirent. Donc, même la qualité de l'air, parce que l'air échange avec le sol, c'est quelque chose qui dépend du sol. Ce n'est pas une formule de style. Hein. Tout ce que tu bois, tout ce que tu respires, tout ce que tu manges, ça vient du sol. Alors oui, me dit Barnabé, qui se fait chier depuis le début, et qui dit, mais où sont les diapositives? Une conférence sans diapositives? C'est bizarre. Moi, j'en ai marre de mes diapos. Hein. Moi, je les ai vus ce matin au lycée agricole j'ai oublié le nom. Saint-Ponge, voilà. Ça va là. Donc Barnabé commence à s'énerver et il dit à sa voisine, mais de toute façon, moi je m'en fous, je mange du poisson. Alors Barnabé écoute cette histoire. C'est l'histoire d'un grand auteur du 19e qui écrit un livre qui s'appelle Pêcheurs d'Islande. Et tout le monde lit ce livre, Pierre le dit, où on raconte la pêche, les pêcheurs qui partent en Islande dans des conditions atroces, exploités par un patronat ignominieux. On peut ne pas aimer le patronat moderne, mais alors là, les patrons de pêche de l'époque, c'était des esclavagistes en quelque sorte. Alors d'autres partaient à Terre-Neuve. Mais pourquoi ils ne pêchaient pas en route? Pourquoi aller si loin? Pourquoi les pêcheurs de Concarneau, ils ont bien envie de faire 150 bornes pour aller dans les eaux de Grande-Bretagne et les eaux territoriales britanniques, mais pas 150 bornes pour aller droit devant eux dans l'Atlantique pêcher? Je vais vous dire, en route, vous pêchez de quoi nourrir l'équipage et c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sol dans l'eau. Quand il y a un cadavre de baleine, ou un cadavre de petite algue unicellulaire, ou un cadavre de bactérie, il sombre, et quand il arrive à 3 ou 4 000 mètres de fond, il se dépose, et là il se décompose. Et ça libère de l'azote, du phosphate. Oui, mais vous êtes à 3 ou 4 km de la lumière. Pour les algues, ça ne sert à rien. L'océan est une machine à s'appauvrir. Le seul endroit où l'océan est productif, savez-vous, c'est sur le littoral. Pourquoi? Parce que là arrivent les fleuves, et les fleuves viennent des sols, et des sols, ils n'ont pas emporté que l'eau, mais aussi une partie de la fertilité. D'ailleurs, quand tu mets trop de nitrates dans tes sols, tu te récupères des proliférations d'algues vertes, parce que là, pour le coup, ça y va. Ça fertilise les algues. Vous y êtes?
les marées brunes qu'on a dans les Caraïbes, c'est la prolifération de la mer des Sargasses sous l'effet des engrais venus du Brésil par l'Amazone. Et ça prolifère tellement que ça finit par s'échouer sur les côtes Caraïbes, toujours du côté atlantique, du côté est. Donc, en fait, il faut aller sur un littoral pour pêcher. Et quand on a eu pêché toutes les morues de Bretagne, parce que quand même, à une époque, on pêchait des morues de 1,50 m, 2 m en Bretagne. Puis après, il a fallu aller pêcher en Irlande, puis aux Féroé, puis en Islande, puis à Cap Cod. Puis maintenant, moi, les plus grandes morues que j'ai vues dans ma vie, faisaient moins d'1 mètre. Des petites morues, quoi. C'est plus la joie. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces morues, on les a toujours pêchées sur le littoral. Et en fait, il faut toujours un littoral. C'est pour ça que les îles Kerguelen, par exemple, qui sont une réserve, il y a régulièrement des bateaux qui viennent pêcher en douce. Parce que il y a des ruissellements qui amènent de la fertilité des sols de l'île. Vous y êtes ? Donc Barnabé, je reviens à Barnabé, qui s'est rendormi d'ailleurs. Barnabé, il mange du sol même quand il mange du poisson, d'accord ? Et ça aboutit à cette métaphore que j'utilise souvent. Notre vie est un sursaut désespéré et qu'on souhaite le plus long possible au-dessus du sol. Nous sommes extraits du sol. Nos composants viennent du sol. Même le carbone qui nous compose, peut-être qu'il a été respiré dans le sol à un moment. Mais tout le reste, c'est sûr, vient du sol. Et nous nous extrayons de notre vivant du sol et à la fin de ce petit survol du sol qui dure, je ne sais pas, 80, 90 ans, peut-être 100 ans, on y retourne. Alors attention, on est tellement plein de métaux lourds que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient devenir de l'humus. C'est sympa comme idée, mais il faut faire attention aux teneurs en métaux lourds de nos organismes. Parce qu'on a tendance à être un peu riche en métaux lourds et c'est pas le meilleur engrais, ça. Bon, bref, en tout cas, nous retournons au moins métaphoriquement au sol. Vous voyez que finalement, le sol, il peut tout pour nous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas, parce que je sais bien qu'il y aura des questions là-dessus, j'ai décidé de ne pas être négatif. Alors, je l'ai été à certains moments, mais parce que j'ai souligné les problèmes, mais j'ai souligné les potentiels. Et je ne veux pas, dans cette introduction à cette semaine, parler trop moi-même, vous en parlerez si vous voulez, des problèmes de pratiques agricoles, des problèmes d'artificialisation. Moi, je veux vous présenter le sol dans, sinon sa nudité, dans ses fonctionnalités, dans ce qu'il est et comment il fonctionne. Et moi, c'est de ça dont je voulais vous parler jusqu'à maintenant, une histoire naturelle du sol. Et je suis prêt à répondre à vos questions autant que vous voulez, mais j'espère, par rapport à l'introduction, que vous avez bien compris que s'occuper du sol, c'est s'occuper de l'humain. Et que cette histoire d'étymologie, qui est parfois un peu forcée, que humain et humus, l'humus, c'est la matière organique du sol, c'est les restes de matière morte du sol, ça a la même racine. En fait, ouais, c'est bien une histoire de racines. Hein. Les racines sont dans le sol et ce n'est pas les racines qui ont nourri l'humanité. Et c'est ça que je voulais vous raconter. Merci beaucoup. Et en parlant d'eau, voilà. Bien, alors merci beaucoup Marc-André Sellos pour cette magnifique conférence. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux questions, si vous en avez ? Alors. Oui, bonjour. J'avais une question, puisque vous nous avez expliqué qu'effectivement, le sol était peut-être l'un des plus puissants épurateurs parmi les différents polluants qui peuvent exister. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ou augmenter ce pouvoir de décomposition, si je puis dire, ou de dégradation des polluants ? Est-ce qu'il y a des techniques, des artifices, des moyens d'entretenir le sol, des recettes, enfin peut-être ou pas. Alors, oui et non. Oui, parce qu'une des façons de dépolluer des sols qui sont pollués par des hydrocarbures, c'est de rajouter des microbes qui sont capables de bouffer ces hydrocarbures, des champignons ou des bactéries. Et il y a des méthodes de dépollution des sols pollués par de la matière organique et puis des hydrocarbures un peu toxiques,
par des champignons. Alors, ça prend quand même du temps, ça coûte cher. Hein. Les dépollutions de sol, c'est entre 100 et 1000 euros le mètre carré, donc il y a plutôt intérêt à ne pas les polluer. Mais là, c'est un exemple de dopage. Maintenant, d'une façon générale, et pour des sols agricoles qui vont recevoir des pesticides, et j'insiste là-dessus, hein, on ne peut pas faire d'agriculture sans pesticides. Alors qu'on puisse en mettre moins, ça c'est évident. Et le jour où dans ce pays, les vendeurs ne seront pas les conseillers, on aura résolu le problème qui est que nous, on met 3,4 kg de pesticides par hectare et par an, là où les Anglais, qui ont un climat plus humide et donc plus de parasites, mettent 2,5. D'accord ? Il y a un peu de survente. Et je vais enfoncer le clou, parce que finalement, on commence à rentrer dans les choses qui font mal. Un des aspects de la loi du plomb complètement ignoré du grand public, c'est qu'elle revient sur la séparation du conseil et de la vente. Pour une demi-bonne raison qui est que le conseil indépendant peinait à se mettre en place, donc c'était un peu le bordel. Et une très mauvaise raison qui est qu'on a des politiques dans ce pays qui sont simplement des pourris. Ce que j'appelle les pourris, c'est des gens qui n'ont pas lu les articles scientifiques, qui s'en foutent. Moi, j'ai quand même eu ce Gugus en face de moi me dire que je ne savais pas ce que c'était que la politique et qu'il fallait que je retourne à mes éprouvettes, d'une part. Et puis d'autre part, il y a aussi un certain nombre d'entre eux qui ont des conflits d'intérêts grands, comme d'ici à la Terre, d'ici à la Lune et retour. Hein ? Et il faut le dire, parce que ça tue des gens, en fait, à la fin. Bon, donc, on a ce problème-là, et donc on pourrait en mettre moins, mais on en mettra toujours. Même le bio en met, hein. Simplement il est choisi, puis il en met moins. D'accord ? Et du coup, comment faire dans ce cas-là pour que les sols dépolluent au mieux ? Alors ne pensez pas manipuler les microbes du sol et tout, c'est un peu dur quand même ça, puis c'est cher. Non, il faut simplement avoir des pratiques agricoles qui font qu'il y a un maximum de microbes. Et pour ça, il y a 3 façons de faire qui nous ramènent en fait à des sols qui vont être plus proches de ce qu'étaient les sols autrefois et qui vont donc être plus à même d'entretenir les microbes qui étaient là autrefois. Un sol toujours couvert de végétation, parce que ces sécrétions dans le sol nourrissent des microbes. Et puis après, au dessert, ils prennent un bout de pesticide. 2, amener de la matière organique et fertiliser le plus possible sous forme de matière organique, vos déchets de cuisine devraient retourner dans le sol. Parce que cette matière organique nourrit des microbes et ils vont être capables au dessert de se faire un petit peu d'un vermifuge qu'il y a dans le caca des vaches qui a été épandu à côté. Donc, toujours couvert, amener de la matière organique et limiter le labour, qui est non ce qui tue. La preuve qui tue, c'est qu'il désherbe. Hein ? Il déchire les racines, mais il déchire aussi les filaments de champignons, il tue les animaux du sol, qui se dessèchent s'ils ne sont pas morts pendant le labour. Donc, limiter le labour. Et on revient à des conditions originales. Et alors, ces conditions-là, toujours couverts, beaucoup de matière organique et pas de labour, il y a des agriculteurs qui font ça, hein, c'est les gens qui font de l'agriculture non labourée. CF, le film Mission Régénération, que vous avez peut-être vu, qui raconte ça. Alors CF aussi, ce que font les forestiers, hein, parce que les forestiers, eux, ils ont des sols qui labourent pas. Alors surtout à l'ENF, bon après, des fois en sylviculture intensive, on laboure un peu. À l'ENF, on fait plus de coupe à blanc, hein, on n'a plus de moment où... Non, mais on le fait quand même beaucoup moins, il faut le dire. Hein. Et donc il n'y a pas d'agression. Moi, j'ai été à l'ENF aussi à une époque, hein, 2 mois. Après, on m'a dit, ce serait quand même bien que vous alliez, avec toutes vos qualités, ce serait bien que vous alliez à l'université. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Alors, pour être plus sérieux, je respecte beaucoup le travail de l'ENF, mais c'est vrai qu'on est issu d'un modèle où la coupe à blanc, c'était un peu le travail bien fait. Et c'est vrai que c'est un moment où on coupe tout l'approvisionnement. Et bon, donc, il faut limiter les coupes à blanc, mais en forêt, c'est rare qu'on laboure. Les coupes à blanc, même s'il y en a, c'est tous les... ça dépend. Tous les 60 ans en Douglas à tous les 250-300 ans en Chênay, vous y êtes, donc ça va. Et puis alors l'apport de matière organique, les feuilles mortes. Parce qu'on ne récolte pas tous les ans en forêt. Le problème dans les écosystèmes agricoles, c'est qu'on récolte tous les ans, donc on emmène la matière organique. Donc la foresterie, l'agriculture non labourée, où on cultive des plantes en hiver, ce sont des bons exemples de couvert permanent, minimum de labour, et apport de matière organique. Et si vous faites ça, vous avez beaucoup de vie dans le sol, et vos sols ont leur capacité maximale. Vous mettez le minimum de saloperie,
il faut reprendre le micro parce que ceux du fond, ils ne vont pas vous entendre. Hein. Ils sont à 2 km. Quand j'entends ça, je me dis, il y a un gros problème dans la plaine champenoise que vous connaissez. Je ne connais sans doute. pas la plaine. Il n'y a pas d'élevage. Moi, Le taux de matière organique, il est ridicule. c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne l'ai pas dit. Hein. Non, mais c'est un constat. Je sais bien, vous avez raison. Mais l'idée, c'est que la matière organique, bon, alors, soit on a des gens qui chient dans un truc séparé et qui font leurs épluchures de cuisine recyclées. Voilà, soit il faut de l'élevage. La polyculture élevage, c'est une solution. D'ailleurs, une solution par rapport aux herbicides, dans beaucoup de contextes, notamment le vignoble, c'est de laisser des moutons ou des poules, des canards, moutons avant les feuilles, mais si on n'est pas en taille haute, après on n'a plus que les poules et les canards, becter l'herbe. Voilà comment on gère. Et ça, c'est un herbicide. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, l'élevage, il a sa fonction. L'élevage extensif. Hein. Intensif, on pourra en parler, c'est encore une autre histoire. Donc oui, on a besoin de polyculture élevage. De toute façon, on a besoin de polyculture parce qu'une façon d'utiliser moins de pesticides, c'est d'avoir des longues rotations. Si les betteraves reviennent tous les 10 ans, ben, les parasites de la betterave et les pucerons qui transmettent la jaunisse, voilà, ils ont le temps de crever de faim avant. Hein. Bon, puis il y a des tas d'autres choses. On sème des rangs d'orge dans les betteraves, ça baisse le rendement, mais alors les pucerons, ils n'aiment pas du tout, c'est un répulsif absolu. Donc, vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple, et puis je terminerai là-dessus, parce que je n'ai pas envie de parler de pesticides ce soir, mais par rapport à l'acétamipride, qui réduit de 55% la quantité de pucerons, vous faites des bandes d'orge, bon, alors ça baisse le rendement. Et vous utilisez 2 pesticides autorisés en mélange, et vous arrivez à 87% de réduction des pucerons. L'acétamipride, c'était un gag. Alors ça, je le sais, j'en suis certain, je l'ai même écrit dans l'IB, c'était un gag. C'était un chiffon rouge, regardez par là, oh, acétamipride. Donc tout le monde s'est précipité sur l'acétamipride. Pendant ce temps-là, le conseil et la vente étaient ressoudés, les bassines étaient plus faciles à faire, l'élevage intensif qu'on ne souhaite pas était plus facile à faire pour bien reconcentrer les bestioles dans le même coin. Vous y êtes. Et en plus, dans la loi du plomb, grâce à la loi du plomb, maintenant on ne peut plus interdire un produit, quelle que soit sa toxicité, s'il n'y a pas de substituant. Donc, une des façons de gérer les problèmes de toxicité, c'est de foutre en tôle les politiques qui sont en train de nous intoxiquer. Et quand je dis foutre en tôle, je rejoins la tradition du professeur Roger Haim, membre de l'Institut, directeur du muséum dans les années 70, grand résistant, préfacier de Rachel Carson, déporté d'ailleurs comme résistant, préfacier de l'édition française du livre de Rachel Carson, qui dit « Quand traduirons-nous, on poursuit les gangsters, on pend les terroristes, quand poursuivrons-nous ceux qui intoxiquent nos enfants ?» Eh bien, je suis désolé, là, l'absence d'écoute du scientifique a atteint un point tel qu'on en est à tuer. Ah oui, ça va faire des cancers, ça va faire des maladies, il y a des gens qui vont mourir, on en est à tuer les gens. Et quelque part, c'est dommage parce qu'on a des solutions pour utiliser moins de pesticides et arriver à des niveaux qui sont cohérents avec la capacité de d'épuration des sols. Demain, justement, on a un atelier à la Chambre d'agriculture, demain après-midi à 14h. Je remets une couche sur le petit programme de la semaine, où on va justement essayer de réfléchir à co-construire ces solutions, parce qu'on les connaît, en fait, à l'échelle de la ferme. On sait ce qu'il faut faire pour ramener de la matière organique dans le sol. Le problème, c'est que les fermes, elles sont inscrites dans des systèmes assez verrouillés à l'échelle du territoire. Et donc, l'objectif de l'atelier de demain après-midi, c'est de faire un pas de côté par rapport à la ferme et de voir au niveau territorial comment on peut arriver à déverrouiller le système pour avoir des pratiques plus vertueuses. Et ce qu'on ne fera pas sans les citoyens, c'est-à-dire même les gens qui consomment, exactement. Il faut qu'ils sachent quel produit il faut qu'ils appellent de leur vœu ou quel produit il faut qu'ils subventionnent s'ils ne veulent pas que le poids de la vertu de la production repose entièrement sur l'acheteur. En tout cas, voilà, c'est une question qui intéresse tout le monde et ce n'est pas qu'une question agricole. Hein. Il n'y a pas d'agribashing dans mon propos. Il y a juste un système qui est pourri du politique au consommateur en passant par l'agriculteur. Donc oui, demain, solution pour tout le monde. Et vendredi soir, on va parler d'élevage aussi. Pardon ?
Non, c'est plutôt un atelier vraiment de travail. Alors, on a ouvert très largement, nous, les invitations. Donc, il y aura pas de politique, mais il y aura des agents des collectivités territoriales. Alors, on peut dire quand même qu'il y avait à la mairie de Troyes l'autre jour un raout sur l'agriculture de demain et l'agroécologie où il y avait quand même une dose de politique assez rare. De la région, oui. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de politique dans un débat comme ça. Parce qu'en général, on a droit au discours inaugural et puis après on travaille entre gueux. D'autres questions ? Non, mais ça veut dire que c'est pas un propos pour dire que tous les politiques sont pourris, hein, surtout pas. C'est comme les agriculteurs, c'est variable. Alors, d'autres questions sur le sol, oui, revenons à ça. Le micro, parce que derrière... À quel moment, dans notre système ouvert à l'échelle d'un département, la ressource en matière organique, qui est dite la solution, peut être limitante? C'est-à-dire qu'un sol peut digérer infiniment en une année des volumes de matière organique ou à un moment donné, on va saturer le système? Oui, alors, oui, je vois votre crainte. Alors, déjà, mettre de la matière organique dans le sol, c'est aussi bon pour le climat. Hein. Parce qu'elle met entre 10 et 1000 ans à se décomposer. Et c'est ce qui fait que le sol est noir et le sol stocke de la matière organique. La matière organique du sol, pour terminer sur le climat avant de revenir à votre question, c'est un stock de carbone. Mais une fois qu'on l'a mis dans le sol, il fonctionne mieux le sol. Il s'érode moins parce que ça fait de la cohérence, ça nourrit plus d'organismes, et en se décomposant, ça fait de la fertilité. Et donc, par rapport à faire une forêt qui oblige nos enfants à garder la forêt, c'est juste leur donner des sols qui fonctionnent mieux. Or, les sols agricoles, on estime qu'ils ont perdu entre 30 et 50% de leur matière organique depuis les années 50. À cause du labour. Je vous explique, le labour tue tout sauf les bactéries qui sont trop petites pour être tuées, et elles respirent mieux. Donc elles vont manger plus vite le sol, puisqu'on a amené brutalement de l'oxygène. Alors les trous de labour, ils s'effondrent vite. Et il faut relabourer l'année suivante. Mais le temps qu'ils s'effondrent, il y a eu une oxygénation qui a fait que les bactéries ont mangé plus vite qu'elles auraient mangé sinon. Et donc à cause du labour, c'est pour ça qu'il faut le limiter, on a perdu 30 à 50% de la matière organique depuis les années 50. Alors c'est un chiffre moyen, mais ça veut dire que d'ici qu'on ait reconstitué ce stock, et vient la question de savoir, est-ce qu'il y a une limite ? On ne sait pas. On sait juste un truc, c'est qu'il y a des gens qui font des cultures sur lasagne, c'est-à-dire des mélanges où il y a l'essentiel, c'est de la matière organique, et ça pousse très bien. Alors, c'est plutôt des cultures potagères, parce qu'on ne peut pas faire de la céréaliculture sur lasagne, c'est sûr. Les lasagnes, vous entassez des couches de matière organique et vous plantez par-dessus. Et ça pousse. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de limite. En fait, ça va dépendre des sols. Et puis d'ailleurs, au fait, il y a aussi des sols qui stockent très mal la matière organique, c'est les sols sableux. Ce n'est pas le cas dans la région, mais les sols sableux, comme c'est poreux, il y a de l'oxygène qui rentre, la matière organique est tout de suite respirée. Mais vos sols sont typiquement des sols qui méritent plus de matière organique et qui en ont perdu beaucoup. Au point qu'il ne reste que les limons et qui deviennent très, 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 très tassants. Donc, je n'ai pas de limite supérieure, mais je pense que d'ici la limite supérieure, on aura un problème, surtout à trouver de la matière organique. Et je terminerai en vous disant que le gouvernement a, dans sa grande justesse, donné la priorité au sol sur la méthanisation pour l'accès à la matière organique, en disant c'est plus important d'en mettre dans les sols que de l'utiliser pour le méthane, donc il faut un minimum. La priorité, c'est les sols. Comprenez que quand vous méthanisez, vous faites du méthane, vous le brûlez, ça refait du CO2. Alors, vous n'avez pas fait de nouveau CO2, puisque c'est du CO2 qui vient d'être pris pour faire de la matière organique par la photosynthèse de l'année précédente. Mais vous stockez le carbone pendant 6 mois, quoi. Le temps que, après la photosynthèse, la plante se transforme en méthane et qu'on brûle le méthane. Et ça refait du CO2. Donc, ce n'est pas une immobilisation lente. Dans les sols, c'est une immobilisation de 100 à 150 ans. Enfin, ça dépend des sols, mais c'est pour très longtemps. Donc le gouvernement a dit priorité au sol, parce qu'en plus dans les sols, la matière organique, elle retient l'eau, elle fait la cohérence des sols, elle a plein d'autres fonctions. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que si jamais on arrive au pourcentage de l'électricité, pour 2030, on a 25%, je crois, de la production électrique en méthanisation. Si on arrive à ça,
Je ne suis pas sûr qu'on ait assez de matière organique pour, mais si on arrive à ça, il n'en restera plus pour les sols. C'est-à-dire que dans le même temps, le gouvernement a organisé des programmes de méthanisation qui bouffent toute la matière organique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas méthaniser, je dis juste qu'il faut trouver l'équilibre. Et que c'est prioritaire pour nos sols parce qu'en fait, à cause de ce manque de matière organique, nos sols commencent à avoir des érosions catastrophiques. Quitte à avoir des érosions en masse qu'on appelle les inondations dans les Hauts-de-France, mais qui sont en fait des sols qui s'écroulent en vrac. Et ça me fait penser qu'à propos de l'agriculture non labourée, je vous ai demandé si vous connaissiez un film qui s'appelle Mission Régénération. Et si vous avez envie de voir un film sur l'agriculture non labourée, il y en a un qui est beaucoup plus subtil et qui commence par les images des désastres agricoles, des inondations, et puis qui sombre qui ensuite se transcende dans les solutions avec des agriculteurs, des éleveurs, des élus, des médecins qui parlent de cette agriculture non labourée. C'est Paysans de la terre au ciel. Quelqu'un connaît ? Alors ça, ce serait à projeter une fois. Paysans de la terre au ciel, c'est un documentaire sur l'agriculture non labourée des Hauts-de-France. Et c'est rayonnant parce que ça se passe en France par rapport à Mission Régénération qui se passe aux États-Unis. Et on n'esquive pas les problèmes posés par cette agriculture et on est plus dans un tissu humain intéressant que dans du waouh à l'américaine. Paysans de la terre au ciel. Ça, c'est à faire projeter. Mais c'est sûr que pour la matière organique, on risque d'en manquer si c'est bien là. Ah oui, Little Big Farm, oui, ça je ne connais pas. Le micro, on n'entend pas sinon. L'acoustique est Pour dans ceux un qui seul sont sens. curieux aussi de films sur ces sujets-là, il y a un film américain qui s'appelle The Little Big Farm. Et c'est un film qui est l'exemple on part d'un désert, on coupe ce qui reste de forêt ou de bois. Donc le restant du vivant, on en fait du compost, de la matière organique, on l'étale sur la ferme et les sols se réveillent. Et c'est complètement retournant. Alors, bon, il faut aussi voir que ce n'est pas tout à fait le même sol que chez nous. Et alors, c'est pour ça que je pense que Paysans de la terre au ciel, c'est bien, parce que c'est des solutions qui sont inscrites dans nos terroirs. Et aussi dans nos organisations humaines. C'est-à-dire qu'on voit un maire de commune en train de parler de ça, on voit un médecin de campagne parler de ça, ça nous parle de chez nous. Donc j'insiste pour la solution française, mais The Little Big Farm, je ne connais pas, je n'ai pas vu. C'est peut-être mieux que Mission Génération, c'est pas dur d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu un jour une justification scientifique au labour, justement ? Alors, il y a une justification, évidemment, parce que c'est dur de labourer. Alors vous comprenez que les ordres du labour, ça désherbe, mais ça tue aussi des animaux, et ça tue les champignons, donc ça déstabilise la vie du sol et tout ce qui fait, et les trous et la fertilité. Ça déstabilise la matière organique, donc la capacité des sols à retenir de l'eau, puisque la matière organique retient de l'eau en stabilisant les trous et par elle-même, et puis ça augmente l'érosion d'un facteur 10 à 20, ce qui fait que les sols commencent à disparaître. Mais ça, c'est au bout d'un certain temps. Quand on commence à labourer, ça désherbe, ça aère, ça remonte de la fertilité, c'est plutôt bien. Sauf qu'en fait, ça commence à abîmer la matière organique, ça commence à abîmer la vie, et en fait, c'est bien, ça produit un peu plus au début parce que vous transformez le capital sol en rente. D'habitude, la rente, c'est la récolte. Quand vous commencez à labourer, vous augmentez la rente parce que vous transformez une partie de votre capital en production. C'est-à-dire que vous produisez plus, mais au dépend de votre capital qui commence à être moins productif. Et quand vous avez une rente, vous avez de l'argent placé en banque, il ne faut surtout pas prélever sur le capital, il faut juste utiliser les intérêts. Et quand on laboure, lentement, on commence à taper dans le capital pour faire plus de rente, plus d'intérêt. Donc, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui cessent de labourer, il n'y a pas d'encouragement de l'État pour ça, il n'y a pas d'argent pour financer l'achat des outillages pour ça. Mais ils le font parce qu'en fait, ça marche mieux. Ils ont de meilleures réserves hydriques en été, ils ont de meilleures porosités, donc leurs parcelles sont plus accessibles même quand il pleut beaucoup. Vous y êtes et ça marche mieux, voilà, c'est tout. Puis la fertilité remonte et finalement ils s'y retrouvent. Alors même d'ailleurs que leurs semences ne sont pas du tout sélectionnées pour eux. Donc ils travaillent avec des semences qui sont un peu, pas les plus performantes, mais il n'y a pas de marché. C'est 4% de la surface agricole utile qui n'est pas labourée chez nous. C'est tout petit. Aux États-Unis, c'est 40%.
ce grand pays agricole, fond de vent pour tel, a pris un peu de retard là sur ce coup-là, sur le non-labour. Le non-labour, il devient rentable quand on n'a pas labouré depuis longtemps. Quand on a labouré depuis longtemps. Mais quand on commence, c'est plutôt bien. Cela dit, il y a des agricultures qui n'ont jamais labouré. Les précolombiens n'avaient pas de fer, donc pas de soc, et pas d'animaux de trait. Les lamas, ça porte, mais ça ne tire pas. C'est pas fait pour. Et donc, ils ont fait de l'agriculture et des civilisations agricoles avec des pyramides et tout ce qu'on connaît, sans avoir labouré un pet. Alors, comment ils désherbaient, vous allez me dire ? Il y a une façon qui n'est pas reproductible chez nous, c'est qu'ils désherbaient à la main, encore que en maraîchage, c'est faisable. Mais c'est vrai que sur 200 hectares de céréaliculture, c'est pas faisable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient des méthodes de culture avec des couvre-sols. Et leur culture de base, c'était la milpa. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'était le nom aussi de l'alimentation qui en résultait. Donc c'est du maïs qui pousse. Ensuite, il y a du haricot qui pousse dedans. Donc maïs plus haricot, là, en termes d'équilibre alimentaire, c'est génial. Les acides aminés essentiels sont tous là quand on prend les deux espèces. Même s'il n'y a pas de méthionine dans le haricot et pas de tryptophane, je crois, dans le maïs. Je ne sais plus jamais, mais je crois que c'est ça. Donc c'est très équilibré. Et puis alors ils avaient au sol des courges. Alors là c'est très bizarre, parce que les courges, bon, dans l'équilibre alimentaire, ah oui, mais ça fait des grandes feuilles, ça rampe, ça couvrait le sol. Et ça, c'est la grande stratégie pour demain, pour limiter les herbicides, c'est que bien sûr, on peut mettre de la matière organique comme paillage, mais on n'en a pas assez, on le disait, donc on ne peut pas faire ça sur des grandes surfaces. Un herbicide autre que l'animal ou le paillage, c'est d'avoir un couvre-sol. Et la grande idée de l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui soit non seulement non labourée, mais aujourd'hui, quand on ne laboure pas, on met du glyphosate pour désherber avant de semer. Alors c'est meilleur pour le sol parce que le labour, c'est pire que le glyphosate, mais c'est quand même pas bon le glyphosate. Mais c'est quand même meilleur par rapport votre vie se redresse de 2% en espèces et 30% en masse d'êtres vivants quand vous passez d'une agriculture conventionnelle à une agriculture non labourée avec glyphosate. Sauf que ça pourrait être beaucoup plus sans glyphosate. Et donc l'avenir, c'est les couverts. Par exemple, des trèfles ras qui fixent de l'azote et dans lesquels on fait un petit trait pour semer le blé ou le colza. Alors ça commence avec des trèfles blancs ou des arachis en Asie, mais ce n'est pas encore complètement maîtrisé, puis on n'a pas sélectionné encore ces plantes qui pourraient faire une couverture rase qui empêche l'installation des choses. Et je voudrais terminer en regardant encore plus loin. Les couverts permanents seraient une façon d'avoir, sans labourer, de ne pas avoir de mauvaises herbes et d'avoir qu'une plante qui en plus est intéressante, puisque là mon couvert, il est fait d'une plante qui décompacte le sol et surtout est habité par des bactéries fixatrices d'azote, donc quand ça meurt, les parties qui meurent libèrent de l'azote. C'est trop bien, c'est un engrais, quoi. Ça va ? Donc un petit couvert ras, et du coup, j'ai plus besoin de désherber. Alors, c'est encore dur à faire, au bout de 5-6 ans, maintenant, les couverts commencent à être pleins de mauvaises herbes, et bon, faut les faire sauter au labour ou au glyphosate. Mais moi, j'ai confiance. C'est une question de mise au point. Là, je racontais ça au lycée agricole, et il y a un étudiant qui est venu me voir après, il me dit « Mais vous n'avez pas dit qu'il y a des gens qui arrivent à faire du bio sans labour ?» Je dis « Oui, mais c'est rare. » « Oui, me dit-il, mais mon papa, ça fait 12 ans qu'il n'a pas labouré, il est en bio. » Alors, est-ce que c'est un papa surdoué ? Est-ce qu'il a de la chance avec son sol ? Ou est-ce que ça fait partie des gens qui ont trouvé des itinéraires techniques que l'on pourra... Je ne sais pas. Mais je voudrais terminer en vous offrant une perspective encore plus lointaine. On a été gavé de labour. Et du coup, on sème des plantes annuelles. Mais en fait, tout le problème est là. Je reprends. Il existe des gens qui produisaient de l'amidon d'une façon si simple, sans avoir à labourer ou à mettre des herbicides, qu'ils ont pris la réputation d'être des grands paresseux. Les Corses. Parce qu'en gros, ils attendent que les châtaignes tombent. Et d'ailleurs, il y a aussi ces éleveurs de cochons qui font rien que sommeiller, et puis qui tapotent sur les chênes pour que les glands tombent. On les appelle des glandeurs. Oui, le mot glandeur, c'est les gens qui foutent rien. Ils n'ont rien à foutre. La plante, elle est là, ils n'ont pas à la semer, et elle est le couvre-sol. Alors, est-ce qu'on va nourrir l'humanité avec des châtaignes et des glands ?
Vous rigolez, mais il y a quand même des régions de Turquie ou du Maghreb où on a domestiqué des chênes qui font des glands non toxiques, qui sont gros comme ça. Hein. Et ça fait des farines intéressantes. Alors évidemment, ce n'est pas des farines panifiables, mais enfin, ça fait de l'amidon. Donc il ne faut pas trop rigoler. Hein. Moi, je me demande pourquoi en ville, on ne plante pas des chênes avec des glands qui se mangent. Ça, on pourrait les bouffer, on pourrait les griller, ça fait toujours des desserts sympas, non ? Ah non, mais non, c'est un truc de plouc, de glandeur. Vous y êtes ? Glandeur, réputation des Corses. Alors, moi, ça vous donne quoi de façon moderne ? Eh bien, sachez qu'il y a des blés pérennes. Des blés pérennes. Donc, tu pourrais avoir un gazon de blé qui monte à graines chaque année, tu récoltes les graines, mais ton semis de blé, il occupe l'espace pour 10 ans. Alors, bien sûr, c'est encore plus loin que les couverts permanents, cette histoire. Parce qu'il va falloir les sélectionner. Pour l'instant, ils sont assez maigrement productifs. Ah, ils sont concurrentiels. Hein. Vous savez pourquoi ils sont concurrentiels ? Parce qu'ils n'ont pas perdu une caractéristique des céréales qui a été perdue lors de la domestication. C'est que les céréales produisent des acides benzoxazinoïdes, c'est-à-dire le soir devant la glace. Des acides benzoxazinoïdes qui sont des désherbants. En fait, ils altèrent les mécanismes épigénétiques des autres plantes. Pour une raison très simple, la plante produit un précurseur qui n'est pas dangereux, du coup, elle ne risque rien. Ça se diffuse dans le sol, ça s'oxyde, et les formes oxydées sont extrêmement toxiques. Donc les voisins s'en prennent. Le problème, c'est qu'il faut en sécréter beaucoup, que ça coûte cher, et que quand on sélectionne des céréales très rentables, surtout dans un contexte où on désherbe soi-même, eh ben on a sélectionné des céréales qui ne désherbent plus elles-mêmes. Mais à la base, les céréales font partie des plantes qui désherbent très bien toutes seules. Alors, ajoutez qu'en plus, on a sélectionné des plantes de blé ou de céréales qui ont les feuilles comme ça pour que quand on met des pesticides, ça tombe bien au sol. Si on fait des plantes qui ont des feuilles comme ça, il y a des preuves de concept. Il y a eu un papier dans la Nature il y a 6 mois. Alors, tout le monde se demandait qu'est-ce qui avait pris. C'était mal expliqué dans l'article. En quoi ça pouvait intéresser une revue comme ça ? Si vous avez des feuilles comme ça, vous ne changez pas le rendement, nous dit cet article. Et en fait, l'intérêt des plantes comme ça, et l'article ne le disait pas assez clairement, c'est qu'elles font de l'ombre, avec des feuilles qu'on dit décombantes, des feuilles qui retombent. Donc, si vous voulez, bon, il y a de la sélection à refaire sans doute sur les plantes actuelles, annuelles, et puis peut-être il y a cet espoir d'avoir demain un couvert qui soit la récolte. On prend peut-être une dernière, ou en tout cas une ou deux questions ici, et puis... Oui, je fais toujours des réponses longues, hein, c'est usant, mais bon. Bonjour, je suis agriculteur bio depuis quelques années, j'ai repris la ferme familiale, donc ça fait assez longtemps. Vous recommandez du coup que j'arrête l'agriculture bio pour faire de l'agriculture de conservation sans labourer, ou alors vous considérez qu'on peut continuer dans ce cas-là sans utiliser de pesticides de synthèse en labourant de temps en temps, en ayant un travail du sol quand même plus conséquent qu'en agriculture de conservation? Alors, moi je ne vous pose pas les bonnes solutions. L'agriculture de conservation des sols, elle n'est pas terrible à cause du glyphosate, mais elle a ceci de bien qu'elle fait des sols qui cessent de s'éroder, donc au moins ils restent là. L'agriculture bio, elle est super bien pour la santé. Moi je mange que du bio. Hein. Donc si vous arrêtez d'en faire, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour moi, mais par contre pour les sols, la capacité à reconstituer des sols, elle est améliorée, hein, parce que vos engrais sont organiques, vous avez moins de pesticides, donc la vie des sols va mieux. La vie autour va mieux d'ailleurs. Hein. Donc, je leur donne les chiffres. Dans un sol non labouré, d'agriculture labourée avec pesticides, plus 2% d'espèces, plus 30% de biomasse dans le sol. Maintenant, en agriculture bio, dans tout l'écosystème, plus 30% d'espèces, plus 50% de biomasse. C'est pas mal. Donc, n'arrêtez pas. N'opposons pas les bonnes solutions. Chacune est un pas vers l'avant, qui n'est pas complètement parfait, mais rien n'est parfait. Vous avez rencontré des choses parfaites dans votre vie ? Moi, en dehors de mon fils, il est jeune encore, hein. Quand il aura 15 ans, on verra. Pour être plus sérieux, ce sont 2 pas en avant, soyez-en fiers, que vous ayez fait l'un ou l'autre, et puis peut-être qu'un jour, vous ou d'autres sauront faire cette fameuse agriculture biologique de conservation, l'ABC,
qui existe. Et là, mi-juillet, je vais rejoindre les décompactés de l'ABC, qui font un gros colloque. Et moi, j'essaie de regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des solutions génériques ou pas. Mais en attendant le Graal, si déjà vous avez le contenu, buvez-le. Ok, on trouvera le Graal ensuite. Ouais, je n'oppose pas les solutions. Et surtout, je trouve que ce qui est beau, c'est que dans les deux cas, c'est des agriculteurs qui ont montré que c'était faisable. Ces solutions partielles. Alors, vous parliez tout à l'heure de blé avec des feuilles qui font de l'ombre, etc. Donc c'est de la sélection. Oui. Alors est-ce que ça ne pose pas le problème des OGM qui ont mauvaise presse dans notre pays, alors que c'est peut-être une façon de trouver des solutions ? Alors, d'une façon générale, sur les OGM, j'aimerais donner un avis d'ensemble, avant de rentrer dans la réponse. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mais bon, sur les OGM, c'est des choses dont on a absolument besoin. Parce que, alors souvent, je fais une enquête d'opinion. Qui veut laisser mourir les diabétiques ? Personne ? Bon, c'est fini. Qu'est-ce qui produit l'insuline ? Des bactéries transformées, des bactéries OGM. Donc, si vous voulez, là, c'est une pure solution. En plus, ces bactéries, elles vivent dans des espèces de fûts, et quand elles ont fini de cracher toute leur insuline, qu'est-ce qu'on fait ? On stérilise tout, elles sont mortes. Donc, des OGM confinés, c'est des solutions géniales. Un OGM confiné, d'ailleurs, c'est toute la thérapie génique, qui permet de sauver des gens qui ne pourraient pas survivre si on ne peut pas leur rebidouiller quelques cellules pour qu'ils fassent... ça peut soigner de la mucoviscidose en partie. Donc moi, je ne suis pas contre... Être pour ou contre les OGM, c'est encore cette question débile comme être pour ou contre les pesticides ou pour ou contre le couteau. Le couteau, on s'en fout. La question, c'est est-ce que c'est un couteau pour manger ou un couteau pour planter dans les côtes du voisin ? Vous y êtes, c'est l'usage qui compte. Donc, ayant posé ça, et vous avouant que je ne suis pas trop pour les OGM en liberté, parce qu'en fait, on ne sait pas où vont les gènes après, donc ça peut ne pas être grave, mais en fait, on ne sait pas. C'est tout ça, on ne sait pas. Je voudrais dire que, de toute façon, la sélection à l'ancienne de grand-papa nous donne tout un tas de solutions. Et il nous donne des solutions plus subtiles. Parce que des feuilles arquées, ça marche bien, pas qu'avec un gène ou deux. Bien sûr, il y a un gène ou deux qui peuvent avoir un rôle déterminant. Mais après, des petits gènes qui changent un peu l'architecture des cellules, la polymérisation des celluloses, ils peuvent faire que non seulement c'est arqué, mais ça tient mieux. En fait, il y a une naïveté dans les OGM, et là, c'est le généticien moléculaire qui parle, parce qu'il se trouve, vous avez entendu, j'ai fait une thèse sur la génétique des champignons. En fait, moi, ma formation de base, c'est la génétique moléculaire et cellulaire. Non, l'inverse, la génétique cellulaire et moléculaire. Alors, c'est une vieille formation de base, mais depuis, j'ai lu tout ce qui était sorti sur les QTL, pour ceux qui connaissent les QTL, et c'est clair, un trait génétique. Parfois, il y a un ou deux gènes qui le déterminent, voire 3 ou 4. Et c'est vrai que quand on introduit ces gènes, on introduit le trait. Mais il y a toujours des contributions plus mineures de tout un tas d'autres gènes, qui sont soit des contributions directes, ils aident à faire un truc un peu mieux dans le cadre, par exemple, d'une feuille arquée. Et puis, des fois, ils corrigent des coups de fonctionnement d'un gène qui fait un truc, mais eux, en amont, ils aident à faire plus d'une molécule qui va être le précurseur de ceci, qui permettra de faire cela. Donc, ils contribuent soit directement, soit indirectement à augmenter l'efficacité et réduire le coût. Et donc, quand vous faites un EGM, vous prenez un individu qui a une bonne allure, vous dites, tiens, je vais le rendre résistant aux UV. Pouf ! Mais vous n'êtes pas sûr que par ailleurs, il a toute la carcasse génétique sur tous les autres petits gènes subtils qui aident un peu, et puis qui aident ce transgène, ce nouveau gène que vous avez introduit à fonctionner bien. Les OGM, c'est utiliser une bêche pour mettre en forme un gâteau à la crème. Ça peut marcher, mais ce sera quand ça... Ou alors, c'est la sculpture à la tronçonneuse. C'est un style, et des fois ça ressemble un peu. Vous y êtes ? Bizarrement, au Louvre, il y a assez peu de statues, même en bois, qui étaient faites à la tronçonneuse. Et ce que je veux dire par là, c'est que les OGM, en fait, c'est une solution de technicien un peu rustique par rapport aux exigences écologiques et à l'affinage de la fonction. Et je voudrais que ceci soit dit.
Les gens qui se présentent comme des techniciens du vivant et qui vous disent « je vais sauver le monde », en fait, le monde, ce n'est pas une cellule, ce n'est pas un gène. C'est un truc plus compliqué. Et on peut sauver le monde à la tronçonneuse, mais moi, un peu de sexe, genre des plantes qui se pollinisent, rien d'autre. Je ne vous propose rien d'autre. Un peu de sexe à l'ancienne, beaucoup de descendants parmi lesquels je regarde, finalement, lesquels réalisent mieux toutes les fonctions que je veux, qui ne sont pas que les résistances à la sécheresse. Parce que c'est joli, un gène de résistance à la sécheresse. Et alors, quand il fait 50 degrés, il intéresse que la plante soit résistante. En fait, je peux, moi, gérer par la sélection à l'ancienne. C'est plus long, c'est plus cher, mais je peux gérer des phénotypes multiples et des qualités de réalisation du phénotype. Non, plus ça va, plus je pense que les OGM sont une mauvaise solution. Sauf quand tu veux de l'insuline. Alors là, bon, ok. C'est bon. Et pour faire des plantes décombantes, à feuilles décombantes, on n'a pas eu besoin d'OGM. Il suffit de regarder dans les descendances celles qui avaient les feuilles qui pendaient. Et puis... À l'ancienne, vous dis-je, du sexe. Bon, ça, c'est une bonne conclusion, non ? Je pense qu'on va terminer là-dessus, en effet. On vous remercie beaucoup pour cette soirée très instructive. Donc n'hésitez pas à venir échanger encore avec nous tout au long de la semaine. Je le répète, le programme est à l'entrée. Profitez également de la belle exposition de photos de nos éleveurs. On en a quand même un petit peu dans l'Aube, du PETR Otarmans qui a été mis à notre disposition, donc les éleveurs du Chaourçois, qui est exposé juste à l'entrée. Là, si vous ne l'avez pas vu en passant, ne la manquez pas en repartant. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.